Alors voilà une vidéo qu'on a enregistrée ce matin en direct avec mon ami Karl Brochu. Vous étiez assez nombreux à la suivre en ligne. Vous verrez, on parle de beaucoup de sujets qui concernent l'actualité. On parle également de mon livre qui va paraître avant les fêtes de Noël. Et j'espère que vous serez nombreux à le commander et encore plus nombreux à le lire. Donc voilà. Fiat veritas pereat mundos. Bien sûr, j'ai choisi de commencer, comme certains d'entre vous le savent, par le tome 4. Et j'explique pourquoi. Que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. J'explique ce que ça veut dire. On parle de musique, on parle de fréquence, on parle de nourriture. Et en fait, avant de récupérer la vidéo pour la mettre en ligne, j'ai beaucoup pensé à la littérature. Mary Shelley, Frankenstein, Frank Herbert, Dune, évidemment Bram Stoker, Dracula, dont je parle régulièrement, mais également, je pense parfois à tous les livres écrits soi-disant par nos hommes politiques, où souvent ce sont des biographies de grands hommes, d'anciens rois, d'anciens chefs d'État. Et je me dis, mais comment l'histoire peut à la fois se répéter et aujourd'hui s'accentuer pour atteindre une forme de paroxysme qui pourtant a été tellement anticipé en fait. Orwell et par exemple avec 1984, mais Huxley, Asimov, beaucoup. Et pourquoi des personnes extrêmement importantes acceptent d'être compromises, intimidées, voire même de jouer contre leur camp, contre leurs promesses, contre tout ce qui était censé les animer. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent faibles? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la menace? Qu'est-ce qui justifie? Évidemment, il faut rester modeste par rapport à tout ça, parce que chacun sait, ou en tout cas sait mieux que les autres, quelles sont les circonstances de sa vie et quelles sont les circonstances de ses choix. Et dans les évangiles, on sait bien ce qui arrive à Pierre, qui trahit 3 fois le Christ, avant finalement de redevenir et de devenir la pierre sur laquelle l'Église catholique a été bâtie. L'Église catholique qui trahit à nouveau, mais beaucoup plus que 3 fois en fait, tous ses principes et tout ce sur quoi elle a été bâtie, toutes les promesses qui sont de moins en moins tenues. Évidemment, tout ça déclenche des polémiques, comme ne pas être extrêmement raciste, ne pas expliquer à quel point les migrants sont les personnes les plus dangereuses du monde et qu'il faut vite les isoler ou les renvoyer ou ce que vous voulez. En fait, tout ça, c'est de la manipulation, tout ça, c'est ce qui nous amène à une forme de chaos, tout ce qui nous amène à des perspectives extrêmement sombres. Et pourtant, au milieu de tout ça, et je le dis et je le répète, la nature est magnifique, la marche c'est formidable, et aussi écouter la musique. Pas forcément, comme vous entendez peut-être en bruit de fond derrière moi, en l'occurrence devant moi, la flûte enchantée de Mozart. Je suis dans une période grands opéras, mais également des choses contemporaines, parfois des simples happenings dans la rue. C'est formidable. J'ai eu la chance de croiser pas mal de musiciens, pas mal d'artistes dans le domaine de la musique, mais dans tous les domaines dans ma vie. Mais il y a quelque chose de spécial avec ceux qu'on appelle les génies ou les grands, ce que vous voulez, c'est qu'en fait, ils réussissent à nous transporter avec eux, à nous
transpercer d'émotions, à nous transpercer de vibrations. On ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas de recette, en fait, à ce type de miracle. C'est juste comme ça. C'est génial, c'est magnifique. Et ça, c'est le miracle de l'homme, le miracle de l'humanité, mais qui existe depuis l'origine des temps. Qu'est-ce qui fait que ces mains, ces dessins, ces ombres, à Lascaux ou ailleurs, nous émerveillent encore? Pourquoi est-ce que euh, à un moment, en fait, quelqu'un qui est très gravement blessé va être aidé et va pouvoir réparer sa blessure sans être abandonné par les siens? Pourquoi est-ce que il y a de nombreux progrès qui sont réalisés par amour? Et pourquoi on est à une époque qui est détachée de l'amour, qui est détachée de la vie, et où les humains, ou en tout cas une poignée d'entre eux, une grosse poignée d'entre eux, ne s'intéressent plus que justement à totalement nous déconnecter de l'amour. Voilà, j'ai publié avant le week-end une lettre Substack qui était sur la logique Quasar. Je crois elle a beaucoup intéressé. Vraiment, je vous invite à aller lire, à découvrir ma chaîne Substack, donc, qui est faite d'écrits, de longs écrits souvent. Et donc, ce soir, je vais publier une lettre sur laquelle je travaille depuis longtemps, mais qui est un thème sur lequel je reviens souvent sur les doubles langages, les doubles standards, mais aussi tout ce qui est milligrammes, H, etc. Et donc c'est ça le sujet. Et je pars sur les bombardements qui ont eu lieu il y a 2 jours, dans la nuit, où la Russie, après avoir sans doute longuement hésité, a décidé dans une seule et même nuit d'envoyer une quarantaine de missiles balistiques sur l'Ukraine, avec également des centaines de drones, et a détruit une grande partie des installations électriques de l'Ukraine. Évidemment, l'Ukraine reste connectée à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, à tous ces pays-là. Donc, en quelques heures ou quelques jours au maximum, tout sera rentré dans l'ordre. Mais c'est un avertissement, sans doute, ce que nous lance la Russie aux pays les plus belliqueux à son encontre, qui est de dire que diront vos peuples, auxquels vous expliquez depuis si longtemps que nous sommes un pays à genoux, quand on vous fera la même chose à vous. Aujourd'hui, vous leur expliquez qu'il faut prendre des douches froides, que c'est la faute à Poutine, mais aussi que c'est bon pour l'environnement, et puis qu'en fait ça gêne Poutine parce qu'il ne peut plus vendre de pétrole et de gaz. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que la Russie est un pays continent, et la Russie est extrêmement résiliente et le prouvera toujours et encore à l'avenir. Mais tout ça, c'est des questions à se poser. Pourquoi est-ce que tous les messages russes, les Oreschnik, la torpille Poséidon, maintenant le missile à propulsion nucléaire, pourquoi on n'écoute pas tout ça? Pourquoi on n'entend pas tout ça? Et pourquoi à nos têtes, il y a tellement de dégénérés? Donc tout ça, je l'explique, et plus encore, dans ce livre, qui paraîtra en édition brochée chez Amazon, et qui sera également disponible en version cartonnée. Donc voilà, voilà les amis, commandez ce livre, participez à cette aventure. C'est un tome parmi un total de 8, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Je décris ça également dans la vidéo. Je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes lettres, et écoutez la musique, sortez marcher, et ouvrez des tables rouges, des tables avec des nappes rouges, et recréez du lien près de chez vous. Voilà, à bientôt, et
Je vous dis bon week-end. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brossy TV, 5h02 du matin au Québec, 11h02 heure de France. Aujourd'hui, je veux débuter l'émission avec Bertrand. Avant de le faire venir, vous inviter à vous abonner à son Substack. Et la première chose que je voulais parler avec Bertrand avant d'aborder des sujets d'actualité, je veux que Bertrand me parle également parce que j'ai entendu parler de ça dans les derniers jours, d'un livre que Bertrand écrit ou est déjà écrit, qui va être publié bientôt. Et salut Bertrand, comment ça va? Bonjour Carl, bonjour à tous. Et bon, bah, c'est sympa cet horaire le dimanche matin. On va voir comment ça se passe. Et t'as quel temps en ce moment au Québec? Ah là, c'est très froid. L'hiver, il fait ici, là, depuis quelques jours, là, avec le facteur vent, on est en bas de zéro. On est à -2, -3. Et là, c'est véritablement le Québec qui est très peu hospitalier. C'est pas tout le monde qui peut vivre dans ces températures-là. Et là, on va en avoir pour 6 mois. Eh On a commencé à neiger un peu partout au Québec. Et alors justement, c'est bien, ça permet de faire une transition, parce que quand on passe beaucoup de temps chez soi, eh ben, on peut redécouvrir le plaisir de lire. Et c'est vrai que je parle beaucoup depuis longtemps. En fait, depuis 2001, j'ai le projet d'un livre, en fait, d'une saga qui s'appelle La Table Rouge, depuis l'époque de la guerre, depuis l'époque de la guerre en Irak. Je pense que tout le monde se rappelle, hein, la guerre en Irak, ça a été le plus grand mensonge. On se rappelle tous de Colin Powell avec son petit flacon, et puis surtout la manière avec laquelle les médias ont inventé des mots. Frappe chirurgicale, pour expliquer qu'en fait, il tirait dans des capitales, mais qu'en fait, il tuait pas les civils. Bon, on a découvert qu'il y avait eu plus d'1,5 million morts en Irak de civils. Et ça compte même pas tous les militaires qui ont été massacrés, puisqu'en fait, l'Irak achetait ses armes aux Occidentaux. Et dans toute la période de préparation de la guerre, évidemment, les Occidentaux, quand ils avaient accès aux armes, soi-disant pour les entretenir, ils les sabotaient. Et donc, l'Irak a été détruit de l'intérieur et de l'extérieur. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler les fausses raisons, parce qu'en fait, la seule raison, c'était le pétrole irakien, et foutre le bordel dans cette région. Puisqu'on avait un pays, l'Irak, qui commençait à avoir des universités, des hôpitaux, des routes, autoroutes, etc., qui se développaient. Et l'Irak avait beau avoir comme chef Saddam Hussein, et ben c'était un pays qui avait vocation à être ami à terme avec l'Iran. Et donc, il y aurait eu petit à petit un bloc régional très fort, avec la Syrie aussi, qui avait vraiment des proximités, le Liban avec le Hezbollah. Et donc, il y allait avoir un groupe régional ultra puissant, capable de petit à petit de s'unir diplomatiquement avec l'Arabie Saoudite. On a vu que ça avait failli réussir avec le président Raisi, le président précédent, celui qui est mort dans un accident hélicoptère. Bref, à cette époque-là, j'ai eu l'idée d'un roman un peu initiatique qui permettrait de décrypter la géopolitique, mais dans le cadre d'un roman. Parce que je me rendais compte que quand j'essayais d'expliquer aux gens la réalité, dès 2001, en fait, le bourrage de crâne des médias, le manque d'images, le manque d'informations, et puis, tu sais, c'est toujours... on parlait d'armes chimiques utilisées par Saddam Hussein. Enfin, donc, on réussissait lui-même, en tant que personne, à le diaboliser, à donner l'impression que son peuple allait être sauvé, et que c'était complètement altruiste, que l'idée, c'était pas de s'approprier leur pétrole, mais c'était de rendre raisonnable cette région après les attentats du 11 septembre. On sait très bien que rien de tout ça était lié, et on se rend de plus en plus compte que c'est plutôt lié à ceux qui se disaient victimes des attentats, et je parle des hommes politiques, hein, des gouvernements. Évidemment, les gens qui sont morts lors des attentats du 11 septembre sont des victimes, en fait, sont des sacrifiés, sans doute comme le 7 octobre. Et je pense que les enquêtes, si elles avaient lieu, le montreraient, mais la Knesset a refusé une enquête sur le 7 octobre, alors que Netanyahou avait promis: on ne fait pas les enquêtes maintenant, mais on les fera quand ce sera après la guerre. On ne va pas se disperser avant la guerre. Puis finalement, après la guerre, ils décident de ne pas faire. Donc il n'y aura jamais eu d'enquête sur l'attentat, entre guillemets, le plus bizarre de l'histoire. Puisque comment est-ce que les Palestiniens, dans une prison à ciel ouvert,
avec des drones, des miradors, des murs, des machins, ont réussi à sortir, à prendre des otages, à rentrer tranquillement dans le pays le mieux armé du monde, le plus surveillé du monde, où chaque citoyen, y compris les femmes, fait des mois de service militaire, et dans les kibbutz, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Mais enfin bref. Et donc, j'avais ce projet de livre, et puis finalement, le livre était très entamé, et je bossais dessus avec un copain, et sa voiture a été cambriolée. L'ordinateur qui était dedans, pendant qu'on buvait un verre d'ailleurs, l'ordinateur qui était dedans, dans lequel il y avait la version, enfin la seule mémoire du livre, hein, à l'époque, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas tout ça, et les deux manuscrits, nos deux manuscrits sur lesquels on faisait les corrections au fur et à mesure, étaient également là. Donc ça nous a un peu désespérés à l'idée de recommencer tout à zéro, et puis la vie fait que... Et j'avais toujours ça en tête. Et évidemment, quand Macron fait son portrait officiel sur une table rouge, parce que moi, la table rouge, c'était le lieu du bien, tu vois, Oui. c'était pas du tout l'idée d'un lieu de sacrifice, c'était l'idée d'un lieu de partage. Et le meilleur partage, c'est le partage du sang. Pour moi, c'était le symbole de l'amitié. Donc, être autour d'une table rouge, c'était autour d'une table qui symbolise le partage du sang, et pas le sacrifice comme est la table utilisée par Emmanuel Macron. Parce que quand j'étais enfant, je me rappelle de tous ces films, tu sais, Winnetou, etc., où quand il y avait une amitié qui naissait, qui devenait plus forte que tout, ils se faisaient une coupure et ils mettaient leur sang en commun, en fait, comme s'ils devenaient frères de sang. Et donc, j'ai pas mal développé cette idée au fil des mois, en disant, essayez de mettre des nappes rouges quand vous allez quelque part. Donc moi, je l'ai fait souvent pendant mon pèlerinage, et je vais le faire de plus en plus. Mais l'idée, c'est pas que... en fait, il y a pas mal de personnes qui me disent, mais vous devez être leader de ce mouvement. Mais non, il n'y a pas de leader de ça. C'est que chacun doit se dire, comment je fais pour recréer un petit réseau autour de moi? Comment je fais pour redonner envie aux gens qui passent à côté de moi de venir parler avec moi, ou de venir parler à ma table avec d'autres personnes, ou de découvrir qui je suis, ce que je fais, etc. Et donc, j'avais évoqué, je ne sais pas si vous êtes électricien, mettez des outils d'électricien sur la petite table dans votre village, et peut-être que vous allez avoir des personnes qui ont besoin d'un électricien, et vous allez pouvoir les aider, travailler pour eux, être payé pour votre travail, mais également parler de votre vision de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'on vit depuis la période Covid. Et donc, il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, qui me le disent. Il y a beaucoup de personnes qui vont le faire de plus en plus et qui me le disent. Mais parfois, on me dit, mais donnez-moi la liste des tables rouges près de tel endroit. Mais non, c'est pas le principe. Le principe, c'est pas de faire 100 km en voiture, un effort pour aller à une table rouge qu'on ne pourra pas refaire régulièrement le lendemain, etc. Et donc tout le monde sera déçu. Le principe, c'est que, un peu au hasard de la vie, on voit cet endroit comme un signe, comme une petite lumière à une fenêtre. Tu sais, c'est un peu comme si tu es seul dans une forêt en pleine nuit et que tu vois une maison avec une lumière allumée. Et ben, tu vas aller vers cette maison en te disant, ouh, j'ai froid, je suis au Québec, peut-être là je vais trouver du réconfort. Ben, c'est ça l'idée des tables rouges, c'est les hasards de la vie, les moments où on a un peu de temps, on a du besoin, mais pas de créer artificiellement ou de se forcer à le faire. Il faut que ce soit naturel pour tout le monde. Que, Et puis mettre une nappe sur une table, c'est un côté sympa, tu vois, c'est quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, on met, à l'époque où on est censé parler d'environnement durable, on met des nappes en papier jetables, on met, etc. Je ne vais pas parler de tous les trucs ridicules, les pailles, les gobelets, les machins. Voilà, il n'y a plus de nappe, hein. C'est-à-dire le fait de se retrouver autour d'une table, c'est plus une cérémonie importante dans la vie amicale ou familiale. Tu vois, les gens mettent font plus tellement d'efforts, c'est fast-food devant la télé, devant machin. On parle plus. Donc l'idée, c'est de recréer des endroits où on peut parler. Et par ailleurs, il n'y a plus de livres qui sont un peu complets. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qui est proposé, tu as une littérature immense sur le Covid, tu as une littérature immense sur l'Ukraine, tu as une littérature complètement délirante sur la France, mais tu n'as plus de bouquins un peu généralistes. Parce que en réalité, on ne rend célèbre que les gens qui acceptent d'être spécialistes. Donc c'est non, moi je veux plus. Moi je me rappelle, c'était une phrase qui m'avait choqué quand avec certaines personnes de médias alternatifs. Non, moi je veux pas de toutologue. Je veux que
des experts, hein, parce que les gens ont envie d'entendre des experts. Mais le problème, c'est que les experts, ils comprennent rien à quelque chose de tout petit, et ils comprennent encore moins à ce qui se passe globalement. Parce que quand tu es expert et que tu crois qu'en fait tu vas pouvoir expliquer les choses en regardant quelque chose de tout petit, c'est absolument faux. Parce que si tu crois comme moi que les choses sont liées, si tu crois comme moi à l'eschatologie, c'est-à-dire à un mouvement dans l'histoire, à un mouvement dans la géographie, mais aussi à quelque chose qui s'accélère dans le temps présent, les sociétés secrètes, le World Economic Forum, les élections truquées, les machins, la guerre avec les virus, les injections obligatoires, ce qui se passe en Ukraine, la manière avec laquelle on diabolise les Russes, le génocide de Gaza, les cessez-le-feu dans lesquels il n'y a jamais de cessez-le-feu d'un des partis, où ils demandent en fait de créer une guerre civile. Parce que ce qu'Israël dit, c'est que nous, on va vous bombarder tant que vous ne faites pas une guerre civile. Enfin, t'imagines? Parce que c'est ça qui se passe. Et donc, moi, j'ai essayé d'écrire le livre dont je rêvais. Et donc, ça, c'est le tome 4. C'est un tome au milieu d'une saga et qui s'appelle Que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Et ça, c'est un peu ce que disent les Russes. C'est-à-dire que si vous ne nous laissez pas survivre en tant que tel, eh ben, le monde disparaîtra. Parce qu'un monde dans lequel notre conception du monde, à nous, les Russes, n'a pas sa place, et on ne veut pas l'imposer aux autres. On veut juste pouvoir vivre chez nous, dans notre pays, d'une certaine manière, avec une place pour la foi, avec une place pour tout, etc. Eh ben, le monde disparaîtra. Ce n'est pas une menace à la légère. On va en parler sans doute dans l'émission, mais les Russes, au cours des derniers jours, ont fait des bombardements très très forts en Ukraine en touchant les installations électriques. Et c'était une manière pour dire, jusqu'à présent, on avait été très modéré. Maintenant, vous passez votre temps avec des missiles français, anglais, etc., à détruire nos raffineries, nos installations vitales pour les citoyens. On a subi les attentats de Crocus, on a subi Nord Stream, on a subi des tas d'attaques, Kursk, Belgorod. Le Donbass, ça fait depuis 2014 que les citoyens sont bombardés sans cesse. Et surtout l'aberration de soldats ukrainiens qui se battent dans des chaudrons où ils sont encerclés, où il va y avoir encore des milliers ou des dizaines de milliers de morts inutiles. Donc c'est face à cette aberration que les Russes disent on est très fort. Et en plus, ils montent leurs nouvelles armes, on en a parlé, les missiles à propulsion nucléaire, les torpilles à propulsion nucléaire, à charge nucléaire, qui sont grandes comme des sous-marins, etc., etc. Les Russes disent stop. Et on vous prouve, on n'a pas peur du tout de la propagande de vos médias, comme dans vos mensonges de Boucha, etc. Parce que maintenant, vous allez trop loin. Vos attentats terroristes, vos attaques contre nos civils, c'est terminé. On n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. Et malheureusement, ça s'arrête là, parce que si tu écoutes le narratif de l'OTAN et des chefs d'État, voilà. Et donc, c'est un peu ce que raconte comme un dialogue entre un enquêteur, et ceux qui me suivent savent que j'aime bien utiliser le personnage narratif de Colombo, entre quelqu'un qui est un peu, qui raconte ou qui rappelle les mythes et les légendes, tu vois, de notre temps, et un personnage qui est le pèlerin, donc c'est moi, donc il y a la mer, le pèlerin, qui est à la fois l'auteur et un des acteurs du narratif. Donc c'est quelqu'un qui va à la rencontre des autres, qui va à la rencontre des lieux, qui essaie de retrouver à la fois un équilibre dans sa vie physique et dans sa vie spirituelle, et puis d'autres personnes qui interviennent. Donc en fait, j'ai écrit le livre que j'aurais rêvé lire. À une époque, j'avais lu un livre ça s'appelle Le Monde de Sophie de Jostein Garner, qui était un Norvégien, et j'avais trouvé ça fascinant parce qu'il permettait de comprendre des concepts philosophiques compliqués en s'amusant. C'est-à-dire comme quelqu'un de très cultivé raconte à sa petite fille, une enfant, au travers d'images, au travers d'exemples, au travers d'analogies d'exemples. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et évidemment, dedans, on y retrouve les thèmes que je développe, hein. C'est-à-dire quel est ce couple étonnant à la tête de la France? Comment les sociétés secrètes ont réussi au cours de milliers d'années à prendre un pouvoir aussi fort dans la finance, dans les médias, etc. Et donc tout ça est décrit, ce sont que des textes complètement originaux, mais pour montrer qu'en fait, on est dans un moment essentiel, déjà pour retrouver le contrôle de nos âmes, en fait. Arrêter d'ingurgiter la bouffe de merde, arrêter d'ingurgiter des informations de merde, que ce soit dans les grands médias ou dans les médias dissidents. C'est qu'il faut réapprendre à faire le tri. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens maintenant réalisent que quand ils vont dans un marché,
Avant le marché, on pensait qu'on avait des produits de ferme. Et maintenant, on réalise que la plupart des fromages, les saucissons, les huiles, tout ce qui est vendu dans les marchés est devenu encore plus mauvais que ce qui est vendu, enfin une grande partie de ce qui est vendu dans les marchés est encore plus mauvais que ce qui est vendu dans les hypermarchés. Parce qu'en fait, ça a été complètement infiltré. Eh bien, les médias de la dissidence, c'est la même infiltration que dans les marchés de village. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un marché, qui sont allés prendre et qui sont allés vendre leurs informations frelatées. Et souvent, ils sont soutenus par des personnes qui sont également dans les grands médias ou dans le monde politique. C'est ceux que j'appelle les marchands du temple. Et malheureusement, bah, le vrai horticulteur, le vrai maraîcher, le vrai producteur de saucissons, tu vois, qui fait ça, et ben lui, il peut plus combattre, il peut plus survivre. Et puis il est invisibilisé. Et souvent, les autres le dénoncent en disant, regardez, la chaîne du froid est peut-être pas très bien respectée parce qu'il n'a pas le bon camion, le bon machin. Donc, il se retrouve avec des amendes, donc sa vie est de plus en plus dure, etc. Et c'est vrai aussi, et j'en ai beaucoup parlé, pour les apiculteurs avec le miel, pour toutes ces choses-là. Et donc, voilà ce que c'est. Et c'est à l'intérieur d'une saga dans laquelle, pour l'instant, il y a 8 tomes. Et ce tome, en fait, qui est le premier que je publie, c'est un peu un guide de survie dans le brouhaha de l'information. Mais d'autres tomes, par exemple, vont être beaucoup plus organisés autour de soi-même, tu vois, par rapport à son corps, par rapport à son hygiène de vie. D'autres par rapport à... alors, je ne vais pas appeler ça un guide survivaliste ou un guide de santé naturelle, mais c'est en fait toute une histoire, tout un tome complet dans lequel, petit à petit, en fait, on comprend, mais vraiment pas du tout comme les livres classiques, tu vois, comme un livre que tu aies 7 ans ou 75 ans ou que tu lises en famille et qui va... mais qui va te rappeler, en fait, pour les gens qui ont mon âge, ou encore plus pour les gens comme nos parents, bah, que c'était sympa d'aller pêcher au bord d'une rivière. Que moi, quand j'étais scout, on savait construire une cabane avec de la ficelle, avec une scie, avec un opinel. Alors maintenant, en fait, les gens sont très contents. Ils regardent ça sur Internet. Les vidéos qui font ça, elles sont vues par des millions. Mais si tu leur dis, vas-y, ils n'ont aucune idée. Alors que nous, on était des enfants scouts et on savait le faire. On n'avait pas besoin de regarder une vidéo, on comprenait. Tu vois, les réunions hebdomadaires qu'on avait, on nous expliquait, tu vois, un peu le béaba de la menuiserie. Mais il se trouve que les émissions à la télé racontaient la même chose à l'époque. Et que nos parents aussi, ils nous montraient, ils nous expliquaient, tu vois, les meubles, etc., etc. Et pourquoi les vieux meubles par rapport aux meubles Ikea. Mais tout ça, ça a complètement disparu. C'est que quoi que tu fasses maintenant, tu as des prestataires de services, tu as des émissions et tu as l'impression de le vivre. C'est-à-dire que tu écoutes, tu vois, la régie, il y a tellement de gens inutiles qu'en fait, on va trouver le moyen avec des émissions débiles, avec des influenceurs idiots, avec des télés, tu vois, qui te racontent pendant 2 heures la chose intéressante. Je vais vous en parler après la page de pub. Mais en fait, tu te rends compte que tu dois avoir 10 pages de pub avant d'avoir la chose intéressante qui finalement n'est pas intéressante et qui ne sert qu'à demander de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Leur objectif, c'est pas de t'informer. Leur objectif, c'est pas que tu prennes un bouquin comme ça et que tu passes un super bon moment à lire en disant mais waouh, c'est ça lire. J'avais complètement oublié. C'est faire travailler ton imagination, ta mémoire, tu vois. Et le nombre, il faut lire les commentaires que je reçois, il faut lire les mails que je reçois, le nombre de personnes qui me disent mais vous me redonnez la foi. Et moi, je suis pas du tout un prophète ou un machin. Enfin, tu sais bien, Carl, on commence à te connaître assez. Mais tout est fait pour créer la peur. Et les gens qui veulent créer, en tout cas s'intéresser aux faits, etc., comme toi, moi, et des centaines d'autres, hein, on est invisibilisé, on est intimidé, on est harcelé. Et dès que notre nom est évoqué, ils disent ah ben non, mais lui, ils sont méchants, ils ont dit du mal d'Alexis Cosset, donc forcément c'est des gens méchants parce que lui c'est un mec formidable. Et je dis ça en plaisantant parce que tu vois, je pense que petit à petit les gens réalisent maintenant ça devient difficile de continuer à croire à tous ces trucs sur ce que c'est les actes de Trump au quotidien, quoi. Ouais. Et mais voilà, donc il y a ce livre, il va y en avoir d'autres. Il sera disponible avant Noël. Et donc, j'organise des précommandes. Donc, si les personnes
veulent acheter, parce qu'en fait, il va y avoir une version brochée qu'il sera possible de précommander à partir du milieu de la semaine prochaine sur Amazon. Mais il va y avoir une version cartonnée, et la version cartonnée, elle va être en petite série. Donc, comme tout le monde sait, j'aime bien le 5, bah, il y en aura 555, et donc il n'y en aura pas un de plus, et ils seront tous une dédicace personnelle. D'abord, ils seront numérotés aussi, et dedans, en fait, il y aura un Bristol avec un petit dessin que je ferai moi-même, et au dos, bah, ceux qui me suivent savent, il y a quelqu'un qui est un personnage récurrent dans la table rouge qui s'appelle la mère, et elle fait souvent des petites morales, des petites citations, etc. Et donc, ben, à la main, en fait, j'écrirai une des citations, mais sans forcément qu'elle soit a priori adaptée à la personne qui recevra le livre. Mais en fait, chacun, tu sais, c'est comme les bonbons chinois où tu découvres en fait un texte, et puis tu te rends compte que tu es très content d'avoir reçu ce texte. Et donc, c'est l'idée. Donc voilà. En fait, je suis super ému parce que ça a été. Un gros travail. Il y aura 550 pages. Et ouais, c'est beaucoup de nuits blanches et tout. Souvent, je me réveille en pleine nuit, puis j'ai une idée, puis je pars pendant 6 heures, et le matin, j'ai. Mais voilà, en fait, quand tu fais les choses avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour, en réalité, tu peux tenir le coup. Et puis, pour moi, le fait de marcher, tu sais, depuis 2 ans, je marche. C'est ce qui m'a permis de survivre, en fait, contre toute cette pression. Parce que quand tu entretiens ton corps, autant que possible, hein, parfois c'est très très difficile. Enfin, on n'a pas tous les mêmes contraintes, donc j'ai conscience que ça peut être vraiment vraiment difficile. Et ben, ça permet de. En fait, le corps, c'est notre armure, en fait. Tu vois, par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et notre tête, c'est vraiment, et notre âme, c'est le capitaine du navire, en fait. C'est comme si on était un bateau en pleine tempête. Donc, il faut que la coque soit solide, il faut que les voiles aient la taille adaptée, hein. Parfois, il faut ranger une partie des voiles. Parfois, enfin, je ne vais pas faire 1000 images. Vous en trouverez dans le livre. Mais surtout, en fait, je pense, le, le livre qui. J'avais beaucoup aimé ce livre d'une auteure italienne qui s'appelle Susanna Tamaro, et ça s'appelle Va où ton cœur te porte. Et il y avait aussi ce type d'idée d'une grand-mère qui parle de la mère à la petite fille, parce que la mère est morte. Et donc, elle raconte beaucoup de choses, mais elle lui dit surtout, quand tu hésites dans la vie, tu t'arrêtes, tu médites, et à un moment, tu vas sentir que tu t'es prête à te lever, et dans ce moment-là, va où ton cœur te porte. Mais quand tu as lu tout le livre et que la grand-mère dit ça, je n'ai pas un spoiler, hein, ça change rien, parce que c'est le titre du livre et on sait que ça va là, mais tu peux pas t'empêcher de pleurer, en fait. Parce qu'on oublie d'aller où notre cœur nous porte, en fait. On ne va que là où on nous incite à aller, et on nous incite à aller à l'abattoir, on nous incite à aller à la disparition de l'humanité. Et donc, moi, je suis pas la grand-mère qui parle à la petite fille, je suis pas le grand-père qui raconte la philosophie à son enfant. J'ai essayé d'être quelqu'un qu'un certain nombre de personnes suivent et connaissent, et qui vous dit, voilà, si vous avez un livre à lire, si vous avez un livre à offrir, moi j'ai essayé d'écrire le livre que j'aurais rêvé pouvoir offrir et pouvoir lire. Et donc je l'ai fait. Voilà, je suis très content. Il est là. Bertrand, je te suis depuis quelques années maintenant, puis on sait que tu as tout abandonné pour la cause humaine. Je te demandais de préciser là-dessus. Tu as fait des gros changements dans ta vie dans les dernières années. Tu t'es consacré entièrement à l'information parce qu'il y a urgence pour l'humanité. Peux-tu m'expliquer un peu, se lancer dans le vide comme tu as fait? Tu as dû avoir, à certains moments, peur, toi aussi. Comment tu as géré ça? En fait, tu sais, parfois, c'est très bizarre, mais tu n'as pas le choix, en fait. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin et tu as envie de redevenir une personne raisonnable parce que tout le monde t'a expliqué au dîner la veille que c'était pas possible, que tu allais vivre comme un clochard, que tu allais, etc., que tu allais être détruit, tué. Et puis tu te réveilles le matin et tu te dis, non mais peut-être ils ont raison, et puis tu te rends compte que c'est terrible, parce que l'expression je l'aime pas, mais c'est plus fort que toi. Tu as besoin de faire ce que tu fais. C'est-à-dire que tu sens que c'est beaucoup plus important que le reste. Et c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission. C'est en fait, tu t'oublies parce qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement ton être. C'est-à-dire, si on ne se bat pas maintenant, si on ne se bat pas en ce moment, on ne pourra plus jamais se battre. C'est-à-dire que déjà,
ce qui est face à nous est tellement fort que c'est un combat presque, c'est Don Quichotte, hein. Mais c'est le premier moment où la plupart des gens peuvent prendre conscience de la situation. C'est-à-dire que même si en 2001 et avant, il y avait des gens qui comprenaient ça, il y avait déjà des lanceurs d'alerte, etc. Mais ils parlaient dans le vide, tu vois, c'était des toutes petites communautés de personnes qui étaient capables d'apprécier l'évolution de la situation, de voir l'évolution du monde agricole, comment du jour au lendemain, l'agriculture qui nous nourrit, qui nous donne à boire, etc., disparaît et est pris en main par le grand capital, par le monde de la finance aujourd'hui. C'est Bill Gates, c'est BlackRock, c'est tous ces gens-là qui possèdent, entre guillemets, entièrement les terres agricoles et les ouvriers sont, enfin, les agriculteurs sont devenus des ouvriers ou des esclaves de leur endettement. Parce qu'à un moment, on leur a dit, c'est bon, vous allez être riches parce que vous allez acheter des machines agricoles, vous allez acheter plein de tracteurs, etc. Et puis maintenant, ils ont l'impression d'être riches, ils ont des aides, des machins, des subventions, mais en fait, ils ne travaillent que pour rembourser des crédits euh, qui sont impossibles à rembourser. Et parfois, on abat leur cheptel, il n'y a plus besoin de tellement de maïs, ou il y a un accord comme le Mercosur qui fait qu'en fait, ça va arriver d'autres pays dans des conditions intenables. Ce ne sera pas possible, si tu veux, c'est comme la viande qui est arrivée des pays de l'Est, hein, ou la fameuse histoire du plombier polonais. Bah, depuis, il n'y a qu'à aller regarder les chantiers pour se rendre compte que le plombier polonais, il fait pratiquement la moitié de la plomberie en Europe. Enfin, il n'est pas forcément polonais, hein, il est peut-être ukrainien, bulgare, ou ce que vous voulez. Mais le monde, il a changé. Il y a des gens qui avaient vu que ça allait arriver, qui l'ont dit avant. Tu vois, il y a des personnes qui parlent de grands remplacements, etc. Mais maintenant, c'est idiot d'en parler. Parce qu'en fait, quelque part, il a eu lieu. Le grand remplacement sur lequel il faut se battre aujourd'hui, c'est celui de l'homme par la machine. Et donc, être dans un combat d'arrière-garde pour être raciste, anti-islam, etc., et déclencher la guerre civile, c'est le mauvais combat. Il faut s'unir entre humains pour éviter que la machine. Et c'est pas la machine qui va nous faire disparaître, c'est les gens qui tirent les ficelles qui vont utiliser la machine pour nous faire disparaître. Ben, c'est tout ça que j'essaie d'expliquer. Parce que, en fait, si tu es expert d'un domaine, tu ne peux jamais aller là où je viens d'aller. Tu peux l'évoquer, tu parles de la monnaie numérique, tu parles de l'identité digitale, et à chaque fois, tu vois un petit côté du prisme. Tu dis, regardez, on pourra plus être libre, on pourra plus trop parler, on pourra plus, ils sauront tout sur nous. Mais ils savent déjà tout sur nous. Et il faut comprendre que toutes ces pièces du puzzle, c'est un puzzle qui est beaucoup plus global et qui s'inscrit dans des plans qui ont été mis en place depuis très très longtemps. Et il faut regarder des vidéos qui sont passionnantes. Il y a une vidéo de 12 heures qui s'appelle Europa The Last Battle. Évidemment, c'est 12 heures. Évidemment. Moi, je ne vais même pas regarder les commentaires parce que je sais qu'il y a déjà des trolls qui essayent de décourager les personnes qui pourraient avoir envie de lire parce qu'il y a des gens qui ne font que ça. Comme ils ne font rien d'autre que détruire ce que les autres essaient de construire, ils ont l'impression de se grandir en bavant, en insultant, mais de façon gratuite. Parfois, ça peut être constructif. Tu vois, dire à quelqu'un de ne pas regarder Hanouna, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, il y a des gens qui pensent être capables de résister au poison de tout ça. Dire que certaines chaînes de la dissidence sont plus dangereuses que positives, c'est une évidence. Mais c'est pas être contre eux. C'est aussi un signal d'alerte à leur envoyer. Si vous faites ça en conscience, changez votre manière de faire, parce que sinon, on a vraiment clairement les faits montrent que vous vous intéressez pas à la vérité. Vous avez un prisme politique extrêmement raciste, extrêmement dangereux, et on a l'impression que votre seule stratégie, c'est gagner beaucoup plus d'argent, toujours plus d'argent avec de l'audience. C'est-à-dire vous n'essayez pas de bien faire les choses. Le monde vivait très bien quand dans les villages, il y avait un médecin, une sage-femme, des agriculteurs, un boucher, un traiteur, un boulanger. Et les gens étaient heureux, ils pouvaient tout faire à pied, ils allaient, les gens se connaissaient, ils allaient à l'église, etc. Le village, c'était le centre de leur monde. Aujourd'hui, on fait croire que le monde, il est global, hein, mais en réalité, c'est faux. Même quand les gens vont dans une croisière, ils sont dans une espèce de boîte de conserve où ils payent plus ou moins beaucoup d'argent. En fait, la plupart ont l'impression de ne pas payer beaucoup, mais en fait, ils ne servent qu'à permettre à d'autres personnes d'être dans des trucs très luxueux, avoir une vie, ou surtout donner l'impression aux gens que le monde de demain, il est parfait dans une chambre de 3 mètres carrés à 4, à aller manger
de la nourriture conditionnée et à faire 2 heures de queue pour se baigner 5 minutes dans une piscine qui est grande comme un jacuzzi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Le truc, il est complètement fou, c'est-à-dire qu'on nous vend du rêve dystopique, en fait. Mais tu peux le voir que quand tu regardes les choses globalement. Et donc, voilà. j'en parlais avec Jean-Michel Bernachet hier, justement, l'art de vivre à la française, que nous, au Québec, on a hérité de par notre culture commune. J'ai abordé avec lui l'art culinaire français et autres. Je me rappelle quand j'ai été à Paris ou dans l'apparition des McDonald's, des fast-food, à un moment donné, on arrivait à Paris et on se demandait elle était où, la France? Et je crois que le rêve qu'on nous a vendu aujourd'hui se transforme en cauchemar. Mais tranquillement, on essaie de faire des émissions aussi pour donner l'exemple. Et d'essayer d'amener les gens à pas nous. Comme Christian Mourti me dit, parce que j'en ai écouté beaucoup de philosophes ces derniers temps, il dit ne me suivez jamais, puis attendez pas un sauveur. Moi, je pense que l'épreuve qui est devant nous actuellement, Bertrand, nous incite à nous regarder à l'intérieur, puis de remettre en question toutes nos croyances, puis tout ce qu'on a essayé de nous mettre dans le cerveau, puis d'essayer de revenir à notre source, à ce que... et moi, je suis très fier de ce que j'ai hérité comme culture française, même si je suis rendu en Amérique. Je suis conscient que je suis le fruit d'un passé. Puis ça, pour moi, mes origines françaises sont pour moi une force. L'art culinaire français au Québec, si on vit une grande crise économique, comme on peut prévoir, ou en tout cas des temps difficiles, j'ai pas peur du Québécois de souche qui vit en région, qui sait se nourrir, qui connaît son territoire. Et c'est toutes des choses comme ça qu'on va redécouvrir, j'ai l'impression, Bertrand, dans les épreuves qu'on va vivre. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que j'ai entendu ce matin, je me réveille tout le temps très tôt, hein, c'est rare que je dorme au-delà de 4 heures du matin, ce qui me permet d'avoir une longue période où je peux vraiment, tu vois, je suis pas du tout sollicité. J'entendais Yuval Hariri, donc l'ancien bras droit de Klaus Schwab, qui maintenant est en train de prendre une retraite sans avoir été inquiété parce qu'ils ont fait semblant à un moment qu'il y avait eu peut-être des malversations. Et Yuval Hariri disait en plaisantant, et les gens éclataient de rire dans la pièce, en disant qu'on n'a jamais eu dans le monde autant de personnes inutiles et qu'il allait falloir trouver une utilité à ces gens-là. Et en se demandant si c'était utile d'avoir des gens pour lesquels on devait créer en fait des loisirs, histoire de bien les garder, tu vois, chez eux, pour éviter au maximum qu'ils accroissent le bilan carbone, etc. Et puis c'est des sujets dont je parle souvent, tu vois, avec des proches. Et ce matin, j'avais aussi un SMS, donc une image, et sur des barres chocolatées ou des choses comme ça, des portions individuelles, il y avait marqué 7 barres, si vous la mangez, enfin si vous l'achetez, vous la mangez, enfin je sais pas comment c'est écrit, tu vois. Enfin, je pourrais retrouver, mais malheureusement c'est mon téléphone qui sert de caméra, donc je pourrais le lire. Mais elle représentait 8,1 du bilan carbone autorisé pour la journée. C'est-à-dire qu'on nous prépare déjà à cette notion de crédit social. C'est-à-dire, si vous dépassez 100% de votre crédit social autorisé, ça va mal se passer. Mais dans le même temps, il y avait la réunion à Belém, au Brésil, et tu avais l'image du prince Philippe d'Angleterre, qui était dans un jet dans lequel ils étaient 2 ou 3 qui allaient de Londres au Brésil, donc dans un jet, en train d'écrire un discours où il allait dire aux gens, surtout, évitez de vous déplacer en voiture. Non mais, et si tu veux, ça leur pose aucun problème. Dans une boîte, quand la boîte a des problèmes et qu'elle a des salariés aux 4 coins du monde, elle dit, on va faire ça sans être en présentiel. On va faire ça avec des caméras comme nous. On aimerait bien être ensemble à chaque émission, Karl. Mais on n'a pas de jet. Et même si on avait un jet, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que c'est contre-productif par rapport à notre message. Mais en fait, ça ne les dérange pas. Parce que dans les grands médias, personne ne va dire ça. Et les gens qui regardent la télé ne vont jamais voir cette image. C'est-à-dire cette image, c'est une image qui est prise comme ça, mais qui n'est pas faite pour être utilisée. Alors évidemment, elle va être utilisée parfois dans les médias alternatifs pour essayer d'ouvrir les yeux, mais ça ne sert à rien. De la même manière que tu as des influenceurs qui disent « Moi, je vais aller de Nouvelle-Zélande à Belém en bateau ». Mais c'est pareil, c'est caricatural, puisqu'il faut
recommencer à mettre une nappe rouge sur une table et à recréer une vie locale près de nous. Arrêtons de vouloir changer le monde partout ailleurs. Comprenons que ce monde, nous, on ne va pas pouvoir se battre, on ne va pas pouvoir créer une armée pour lutter contre eux. Parce que dès qu'on va essayer, on va être mis en prison. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est sortir des nappes et débattre, ouvrir les yeux. Et qu'à la fin, ce soit comme un immense champ de coquelicots, tu sais, au printemps, tu les vois. Et là, on aura gagné. Parce qu'en fait, on va couvrir les plaines entières de cette couleur rouge. Tu sais, tu vois, vous Oui, visualisez. oui, Ils oui. peuvent mettre tous les désherbants qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Les coquelicots reviennent. Et comme ils sont rouges, on les voit à perte de vue. Moi, chaque printemps, je fais des photos, je devrais les publier encore plus. Mais c'est magnifique. Eh ben, nous, on doit être comme des coquelicots, en fait. On, mais pour l'intégrer, eh bien, il faut arrêter d'écouter tous ces trucs d'expertise qui nous font mal au ventre et mal à la tête. Tu sais, quelqu'un qui va faire un raisonnement hyper compliqué pour expliquer la facture d'électricité. Mais en fait, on n'en a rien à foutre. La facture d'électricité, elle monte. Et on sait que les gens qui provoquent ça sont des psychopathes. Et que c'est éventuellement, parce que ça, souvent, ils ne le disent pas, lié aux guerres, lié aux attentats terroristes, lié aux dettes. En fait, on est les esclaves. Voilà, point, barre. Arrêtez d'écouter 1 heure 3 fois par semaine, depuis 3 ans, des gens qui viennent pour vous écouter, expliquer ça de toutes les manières différentes. Il faut repenser que ce monde essaie de nous déconnecter de notre âme, il essaie de nous déconnecter de notre être, il essaie de nous déconnecter de nos familles, il essaie même de nous déconnecter de notre genre. C'est-à-dire qu'il faut culpabiliser quand tu es un mec dans un monde où, semble-t-il, les femmes sont victimes des mecs. Il faut pas être un adulte face aux enfants, donc il faut enlever l'autorité parentale et la confier à l'État, etc. Mais si tu n'as pas une vision globale, tu parles dans le vide de chaque sujet. Ah, puis c'est une de tes forces, Bertrand. Tu as des connaissances un peu partout. Puis je veux juste dire aussi, quand tu dis qu'il faut recréer des villages, tu as voyagé beaucoup plus que moi. Je crois que tu as déjà été en Afrique. Puis on voit Ouais. les enfants dans des villages avec le sourire, Oui. occupés à courir, puis aller jouer avec un brin d'herbe puis une branche. Mais on Un était pareil, ruisseau. Karl. On Hein? était pareil. On était pareil. Moi, j'ai eu la Tous chance. les enfants du monde sont pareils. Exactement. Les Et enfants moi, de Gaza sont pareils, sauf qu'on leur interdit d'avoir l'air d'être heureux. Combien de dizaines de milliers d'enfants sont estropiés, ont perdu un œil, un bras, ou même estropiés du sommeil, estropiés de leur famille, parce que quand tu es orphelin, est-ce que c'est moins pire que de perdre un bras? En fait, tout est un cauchemar. On vit dans un monde où on laisse détruire les enfants dans le ventre de leur mère, avec l'IVG dans la Constitution. Parce que ce truc à la carte, alors que la conception d'un enfant, c'est un miracle incroyable. Évidemment, on est capable de l'expliquer. Il y a un ovule, un spermatozoïde, tout ça, ça a l'air très mécanique. Mais non, c'est pas si mécanique que ça. On croit que c'est mécanique. On nous force à croire que c'est mécanique. On nous fait même croire que bientôt, on pourra entièrement faire les enfants en dehors des mamans. Enfin, mais dans quel monde on vit? Bertrand, j'ai eu la chance d'élever mes enfants dans un petit village de 1000 habitants dans la Beauce, au Québec. Puis effectivement, mes enfants se sont élevés tout seuls par la Oui. nature et autres. Il y avait des cousins, il y avait véritablement une vie de village. Puis ça, j'ai goûté à ça. Puis c'est pas du tout la même culture que les mêmes enfants élevés dans le centre-ville de Montréal. Et c'est là qu'on découvre que le rêve qu'ils nous ont vendu là, risque de se transformer face aux épreuves qu'on vit actuellement, qu'on a vécues avec la COVID. Ça a allumé beaucoup de monde. Puis c'est pour ça qu'on accueille les épreuves qui se présentent à nous actuellement, puis qui risquent de se multiplier même si des fois ça nous inquiète, on reste confiant qu'en abordant le réel, que même si c'est difficile même si c'est difficile à entendre, que ça va nous mener vers, ça va nettoyer ce qu'on ressent, toi et moi, depuis plusieurs années. Là. On sent que ça marche pas bien. La France, notre ancienne métropole,
puis qui est le centre de ma culture, qu'on le veuille ou non. C'est pas à Washington, moi, mes origines, ils viennent directement de la France, puis de voir comment cette culture-là actuellement est malmenée. Ça, puis moi, je crois à la multitude des cultures dans le monde, comme la multitude des individus. On doit rester unique, on doit rester authentique. J'y crois de plus en plus avec nos défauts et nos qualités. C'est ça que j'essaie d'apprivoiser aussi, Bertrand. J'apprends à l'époque où je suis rendu dans la vie qu'il faut accepter autant nos défauts que nos qualités. Il faut aimer autant nos défauts que nos qualités. Puis toi, tu me donnes souvent cet exemple-là, Bertrand. Je suis quelqu'un, moi, des fois, qui hésite, mais toi, ton authenticité, puis des fois, je te sens beaucoup plus ferme. Et ça, pour moi, ça me donne des exemples. À travers tes défauts et tes qualités, j'apprécie l'entièreté de ta personne. Et ça, c'est difficile à comprendre de plusieurs personnes. Parce que tantôt, là, j'ai effacé un commentaire avant le début de l'émission où quelqu'un disait j'aime bien ta chaîne, Carl, j'aime bien ce que tu fais, mais l'intervenant que tu fais venir, je trouve ça inacceptable, donc je quitte ta chaîne. Wow! Mais quel beau cadeau que cette personne-là m'a fait. Parce que si elle écoutait juste, j'ai beaucoup de misère à penser à ça. Moi, je crois véritablement que quand on n'est pas d'accord, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous touche, c'est parce qu'on doit réfléchir là-dessus. Là. Il y a de quoi qui se passe. Mais surtout, il faut argumenter. Je vais te donner un exemple. Un seul exemple. Donc, pratiquement, la plupart des grands médias dissidents ne m'invitent pas. Donc, par exemple, au procès, il y avait que GPTV Nexus qui était là, et le journaliste d'une chaîne qui s'appelle Nexus veut me parler. Puis moi, j'avais prévu de parler à personne, mais il était sympa, etc. Et j'accepte de lui parler. Et pour m'encourager, il me dit mais on va vous appeler pour faire une grande émission avec vous. Mais moi, c'était pas une négociation, si tu veux. J'avais pas parlé 30 secondes avec eux parce qu'ils m'offraient la perspective d'une grande émission chez eux. Et bon, il insiste quand même, il me demande mon téléphone et tout, je lui donne. Je fais cette petite interview qui a eu un énorme succès. Ça a duré 2 ou 3 minutes, hein, que ce soit sur YouTube ou pas. Mais évidemment, j'ai eu aucun coup de téléphone, mais ça me dérange pas. Mais tu vois, ça montre. Et en revanche, ils ont fait plein d'émissions sur le sujet, longues, avec des personnes qui sont complètement annexes au sujet et qui ne parlent pas du sujet comme je pense qu'il faudrait en parler. Mais bon, voilà. Et puis finalement, j'ai un appel de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Stocker, qui a la matinale de GPTV, qui fonctionne bien, que je connaissais avant que GPTV existe, et qui me dit je voudrais faire une matinale juste avec toi. Et donc moi, je lui dis écoute Nicolas, j'ai beaucoup de respect pour toi, on n'a jamais eu de différent l'un avec l'autre, etc. Mais, et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je dis, donc je lui dis ce ne sera pas possible, ou en tout cas pas tel que ça se passe. Je ne suis pas un homme sandwich, c'est-à-dire je ne viens pas donner entre guillemets, ce que j'essaie de construire, tu vois, en pâture à quelque chose contre lequel j'essaie de me battre. Tu vois, et j'essaie de me battre contre les produits financiers, contre la financiarisation de la vie, qu'elle soit mainstream ou dissidente. Je suis contre ça. Puisque moi, je suis pour les nappes rouges et les petits villages. Donc, je ne vais pas être acteur de ce que je pense est en train de nous détruire. Même si je respecte cette manière de fonctionner. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il faut faire des milliers de pubs tous les jours, que tu ne peux pas aller nulle part sans avoir oh l'or, le machin, le ceci, le cela, etc. Mais en fait, comme si toute notre vie était autour de l'idée de sauvegarder notre argent, d'en gagner plus, de ceci, de cela. C'est le piège dans lequel on est. C'est-à-dire que si on construit sa vie autour de ça, en fait, on la détruit. Mais bon, donc je refuse, je veux pas. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais pas là-dedans. Ou alors, il faut qu'il n'y ait pas de pub pendant que je suis là. Donc, tu vois, que ce soit hors pub. Et puis, on fait l'émission. Et c'est des émissions dans lesquelles il suffit d'aller regarder. Il fait une émission le samedi matin sur Courtoisie, donc passe chez GPTV, où il enregistre à 7h du matin et ça passe le mercredi à la radio. Et puis, le lendemain, c'est mis en ligne. Mais Radio Courtoisie, ils ont une ligne droite. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ils ont les émissions de la radio qui n'ont rien à voir avec ligne droite, qui sont mises en ligne. Et il m'avait dit, mais tu sais, c'est idiot parce que sur Courtoisie, les vidéos, 99% des vidéos, même avec des gens très connus, font 400, 500 vues. Il n'y a pas de...
Et il n'y a pas d'appétit, entre guillemets, pour ces vidéos-là. Alors que si tu venais chez GPTV ou sur Ligne Droite, bah, tu aurais peut-être 20, 30, 40, peut-être même 50 ou 100 000. Bah, vous allez regarder sur Radio Courtoisie, donc vous allez voir ce que je vous ai dit. Hein, toutes les vidéos font 150, 300, 400, 500 vues. Et il y a à peine une dizaine de vidéos ou une vingtaine de vidéos qui dépassent les 10 000. La vidéo, elle en est à 57 000 vues, sans aucun relais de grands médias. 57 000 vues. Parce que ça dure 1h20 et que finalement, la manière avec laquelle c'était présenté, tu vois, comme a plu. Et donc, il y a énormément de relais. Aujourd'hui, c'est la 4e en 2 jours. Hein. Et je ne veux pas faire de concours. Je dis juste qu'en fait, tout le travail qu'on fait, Karl, et on ne le fait pas, encore une fois, pour notre célébrité, mais petit à petit, en fait, les gens sentent que c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, on a beaucoup plus d'ennemis qu'on a d'amis, mais c'est pas grave. À un moment, il y a un trou qui se passe dans le mur, et les gens voient la lumière, et ils commencent à se dire, mais vraiment, on est enfermé, en fait, dans ces grands médias dissidents, on est enfermé dans ces grands médias mainstream, mais en dehors, il y a des choses différentes. Avec des gens comme toi qui mettent un drapeau en guise de studio, qui ont un micro avec des couleurs et tout, enfin, tu vois, qui essayent de faire les choses. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un micro luxueux. Tu sais, tu parlais des enfants. Mais quand tu vas en Afrique, avec 3 francs 6 sous, ils font de la musique, ils font de la danse, ils utilisent leur voix, ils utilisent leur rythme. Ils n'ont pas besoin d'un orchestre philharmonique avec des gens qui sont payés des fortunes, avec une acoustique démentielle. Les gens, quand ils passent 20 minutes dans une cérémonie ou à écouter les tam-tams, les rythmes, etc., ils ont les larmes aux yeux, ils ont tout le corps qui est transporté. Qui a composé de la musique comme Pachelbel depuis si longtemps? Écoutez de la musique de Pachelbel, vous allez voir, ça vous donne des frissons de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche et partout. Parce qu'en fait, la musique, le son, l'honnêteté, la vérité, etc., les gens peuvent le ressentir. Les gens, ils peuvent le voir, ils peuvent le vivre et ils peuvent le partager. Et c'est ce qui est insupportable pour les trolls. C'est ce qui est insupportable pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils veulent décourager avant même qu'on entende, en disant non, mais n'allez pas voir ce groupe ou n'allez pas voir cette cérémonie en Chine. Tu te rends compte à quel point on nous montre quasiment jamais les grandes cérémonies en Chine. On nous montre les trucs blasphématoires à des milliards de personnes au JO de Paris, avec des décapitations, des machins, pas de rythme, de la vulgarité, etc. Et des choses inimaginables que les Chinois font vraiment régulièrement. Ça, on n'en parle pas. Les Chinois, ils viennent de construire un pont avec une travée suspendue de 1208 mètres. Je ne sais pas si tu imagines. Juste avec des câbles. Et les câbles, ils les ont choisis, et leur taille, etc., leur distance, pour qu'ils fonctionnent presque comme des harpes. C'est-à-dire que le vent et les mouvements, en fait, ça donne une jolie musique au câble. Et t'imagines le niveau d'ingénieur qu'il faut pour faire ça. Et ils ont fait ça en 7 ans. Alors que nous, il nous a fallu 10 ans pour faire le pont de l'île de Ré, qui est pas suspendu, qui est pas machin, etc., etc. Mais tout ça pour dire que quand dans un pays, tu t'intéresses essentiellement à former des esprits libres, des ingénieurs, des scientifiques, et des gens qui ne fonctionnent pas comme des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller dans le monde de la finance pour faire des produits débiles, pour prendre de l'argent, etc., et pour expliquer que le monde, en fait, il est financier, que si tu ne protèges pas ton argent et que si tu machin, bah t'es con. Non, t'es con si tu ne protèges pas ton âme. Moi, j'ai une amie qui, il y a quelques jours, me dit qu'elle se sent très mal, qu'elle a une évolution de sa santé qui est inquiétante et qu'elle a les tests qui sont mauvais. Et c'est vraiment quelqu'un qui est proche, avec qui j'échange beaucoup, que je vois. Je sais pas, vous avez vu, peut-être 1 ou 2 fois, j'avais des chemises avec marqué libre et humain, ce que je marque sur les pots de miel, etc. Et en fait, elle passe 6 mois par an au Népal chaque année, et dans des conditions très précaires, hein, pas du tout luxueux. Mais c'est comme ça qu'elle organise sa vie, et elle a un petit tailleur et elle lui a fait faire ça. Et donc forcément, tu vois, j'ai trouvé c'était toujours très très généreux tous ces gestes. Et donc, mais face à ça, tu vois, moi je suis pas. D'abord, je connais pas tu vois, il y a le secret médical, hein, mais en plus, elle m'a pas dit exactement ce que c'était. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé dans la grande église pas très loin de chez moi. Puis j'ai regardé les bougies, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais allumer une bougie. Et parce que je crois que c'est plus efficace que tout le reste. Hein. Une belle pensée, tu vois, une pensée pour quelqu'un, je pense que
c'est quelque chose de révolutionnaire qu'on a oublié. C'est-à-dire que la pensée, l'amitié, l'amour, le respect, c'est extraordinairement important. On peut soulever sans doute plus de des montagnes, mais on a oublié ça. Et d'ailleurs, les gens qui avaient gardé ce savoir-faire, les Indiens d'Amérique, les chamans de Yakoutie, ceux d'Amérique du Sud, ils ont tous invariablement été la cible de massacres immenses de la part de gens dont on parle souvent, qui sont les Khazars. Donc, ces personnes qui veulent nous déconnecter de qui on est. Quand on dit aux humains, vous utilisez que 10% de votre potentiel, on parle du cerveau. Mais on oublie de dire que nous, en tant qu'humains, on est un univers complet. Pas parce que sur notre peau, il y a des petites créatures qui marchent, qui mangent les peaux mortes, etc. Ou dans notre sang, on a des virus, des bactéries qui font qu'on survit. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, tout ça, c'est un écosystème incroyable qui fonctionne très bien. Mais surtout, ça, c'est la partie visible. Mais il y a la partie invisible de nous, celle que on commence à découvrir petit à petit. Mais on essaie de copier le cerveau, mais c'est une folie. Au lieu d'essayer de voir quoi faire du cerveau, comment le développer, comment. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire avec mes livres, ce que j'essaie de faire avec mes conférences, ce que j'essaie de faire avec toi, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on va me faire tard. Tu parlais de la Chine tantôt, comment on était rempli de mythes. Et je suis tombé sur ce témoignage-là d'un Français qui est marié à une Chinoise et qui vit en Chine. Et je voulais te présenter ça parce que je trouvais ça rafraîchissant. Parce qu'effectivement, on entend juste le crédit social. Au Canada et au Québec, ça a pogné beaucoup la sinophobie, pensant que les Chinois nous occupent le Canada, mais on oublie toutes les autres qui viennent nous influencer ici dans notre pays. Ça les dérange pas. Mais le Chinois, lui, qui vient nous envahir, ça, c'est important. Et là, je veux qu'on écoute ça parce que j'ai trouvé que ça nous présentait la Chine sur un tout autre aspect. On écoute. La Chine, le crédit social n'existe pas en Chine. C'est un truc qui a été créé par les médias pour vous faire détester encore plus le pays. Et le pire, c'est que ça marche. Les gens croient vraiment qu'en Chine, t'as pas de liberté. Mais laissez-moi vous dire, je vis en Chine depuis plus de 8 ans et quand je vois la France comment elle vient, même si j'aime mon pays, j'ai franchement l'impression d'avoir plus de liberté en Chine. Ma femme est chinoise, mes amis sont chinoises, ma belle famille est chinoise et personne n'a entendu parler du crédit social. C'est du vent, ce truc. Et croyez-moi, les Chinois, ils nous envient pas du tout. Ils aiment leur pays et leurs valeurs. Vous ment sur la Chine. Voilà, c'était court, mais je trouvais ça. Mais oui, mais c'est vrai. Et tu l'as montré en une seule image. Tu as montré ce pont immense. Quand tu construis des ponts, ça veut dire que tu veux relier des gens entre eux, tu veux relier des personnes. Le pont, c'est comme, c'est dans une version gigantesque à la chinoise, la table, elle veut relier des gens. De tout le temps, la table, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on se réunit, c'est un bel endroit. Mais en fait, la table, on la respecte, on se met autour d'elle. Parce que parfois, les gens me disent, mais non, mais c'est horrible, vous parlez de table rouge, mais j'avais bien vu que sur la photo de Macron, il y avait une table rouge. Sauf que Macron, il est assis dessus. Il ne respecte pas la table. Elle lui sert presque de starting block. Et puis, quelque part, il cache un peu parce que c'est une table de sacrifice. C'est pas une table dans laquelle les choses sont construites. C'est d'abord une table sur laquelle, encore une fois, il est assis, ce qui n'est pas respectueux. On ne s'assied pas sur une table. Moi, je me rappelle, depuis que je suis tout bébé, mes arrière-grand-mères, on ne s'assied pas sur une table. T'as eu mais là, on a un président français qui est le pays des bonnes manières de l'éducation qui s'assied sur une table. On ne fait pas ça. Pour plein de raisons. Et je ne vais pas donner tous les argumentaires. Et puis c'est luisant, c'est pas une nappe, c'est pas quelque chose de, tu vois, de chic, etc. Mais c'est drôle parce que là, je regardais un peu le chat pendant qu'il y avait les autres images, donc j'entendais le son, mais je voyais pas les images. Et tu vois des personnes qui sont là depuis 1 heure, qui commandent depuis 1 heure un Guigui ou je sais pas quoi, et puis qui ne cessent de dire ah bah t'as rien raté, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu sais, à ceux qui viennent d'arriver en disant qu'est-ce que j'ai raté. Ah non mais c'est vraiment nul, c'est vraiment. Mais ils ne sont là que pour ça en fait, que pour essayer de décourager. Alors est-ce qu'ils sont payés ou est-ce qu'ils sont foncièrement méchants ou est-ce qu'ils sont totalement débiles ou qu'est-ce qu'ils sont? Mais en tout cas, je les plains. Vraiment, enfin. C'est parce que c'est ça en fait ce qu'on appelle la lie de l'humanité, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire le mal, de vouloir faire le mal, tu sais, c'est à croire que leur existence c'est ça,
c'est triste ce que je vais dire, mais c'est comme les punaises de lit, tu vois, les morpions, les tiques, etc. Et qui collectionnait tous ces animaux? Qui avait une fascination pour ça? La famille Rothschild. J'ai fait une Ah oui. longue lettre dans laquelle j'explique qu'ils ont même donné au Musée d'histoire naturelle de Londres une collection de tous les animaux suceurs de sang. Et c'est quand même franchement très symbolique d'être quelqu'un qui a fait fortune sur l'usure, sur les informations tenues secrètes, tu vois, pour avoir un avantage compétitif, ce qu'on appelle le délit d'initié, et qui choisissent les suceurs de sang, tu vois. Ils nous le disent, ils nous le montrent. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas à chercher. Hey, c'est intéressant ce qu'on entend de la Chine. Il y a des gens qui aimeraient qu'on parle plus de la Chine. S'il y a des gens qui connaissent le monsieur que j'ai passé il y a quelques minutes, essayez de le mettre en lien avec moi pour qu'on puisse faire une entrevue sur la Chine, parce que ça pourrait détruire beaucoup de mythes qu'on essaie de nous mettre dans la tête actuellement pour nous monter contre les Chinois. Puis moi, je le répète souvent, qu'est-ce qu'on a à dire contre les Chinois à part qu'ils ont travaillé très fort pour avoir ce qu'ils ont actuellement et ont passé à travers plein d'épreuves. La guerre de l'opium, je connaissais pas ça, moi, avant. Puis là, je regarde comment les anglo-saxons les ont traités. Puis aujourd'hui, je trouve qu'ils sont très sages dans leurs répliques. Très, très sages. Et très patient. Très patients aussi. Pour des dictateurs, je les trouve quand même très... Mais parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment, et je sais que ça va faire bondir beaucoup de gens, parce que c'est comme Poutine est un dictateur, bah, l'idée c'est de dire, ah non, non, mais le communisme, et surtout le communisme chinois, c'est très très mal. Non, le parti communiste chinois, c'est la raison de la résilience de la Chine et de ses progrès. C'est-à-dire qu'il y a 6000 membres du comité central du Parti communiste chinois qui se réunissent d'ailleurs assez régulièrement. C'est très impressionnant de voir cette salle dans laquelle, de façon plénière, ils viennent. Eh bien, pendant très longtemps, à partir des années 80, quand la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu des tentatives d'infiltration, de corruption, etc. Et ils ont failli détruire en fait cette mécanique qui fonctionnait et faire pencher la balance vers une vision mondialiste, une vision de créer des milliardaires, de créer des gens riches et finalement d'obtenir l'effondrement de la Chine. Et ça, c'était la période de Hu Jintao. Et il y a quelqu'un qui était l'enfant d'un compagnon de route de Deng Xiaoping, donc de Mao, qui s'appelle Xi Jinping, qui a traversé un désert très long quand son père a été rejeté, entre guillemets, par le système. C'est-à-dire qu'il est parti, il était comme s'il était dans la classe la plus élevée, il est passé dans la classe la plus basse. Mais il avait en lui quelque chose de différent. Et il a réussi à monter tout, jusqu'à devenir Premier ministre de Hu Jintao. Donc il est devenu le Premier ministre de celui qui, à l'intérieur de lui, voulait le plus punir, renvoyer de Chine, etc. Puisque lui, il est tout sauf mondialiste. Il est pour que déjà la Chine soit forte et que cette force permette à la Chine d'irriguer le monde. Alors on voit qu'ils irriguent le monde aussi avec des trucs pas terribles, tu vois, Shine, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? De toute façon, c'est presque une caricature de la société de surconsommation. Est-ce qu'on est capable, en voyant ça, de comprendre qu'on fait fausse route ou pas? J'en sais rien. Moi, ça me suffit. Donc c'est pour ça, c'est mon combat. Mais Hu Jintao, il a réussi petit à petit à prendre le pouvoir, à remettre de l'ordre et à lutter contre la corruption, au point de virer Hu Jintao en plein congrès du Parti communiste chinois. On se rappelle l'image, hein, où c'est son voisin et l'armée vient chercher et lui dit toi, tu fous le camp. Donc il montre au monde entier, ça y est. Et ça, c'était suite à la période du Covid, et c'est à partir de là qu'il affirme le lien indestructible, en tout cas entre lui et Poutine, et quelque part en essayant de faire la même chose entre lui et la Chine. C'est pour ça que le Premier ministre chinois, le Premier ministre russe se voient beaucoup, parce qu'ils ont peut-être vocation à être les futurs présidents des pays, mais il y a énormément de délégations, de choses qui se passent dans l'énergie, dans l'éducation, les universités, dans le militaire, dans tous les domaines, y compris dans la logistique et les transports, avec cette fameuse route du Nord, tu sais, la route de l'Antarctique, qui peut changer la donne par rapport au goulot d'étranglement que sont le canal de Suez, ou alors le fait de passer par le Cap de Bonne-Espérance ou par Panama, etc. Donc cette route du Nord change tout. C'est-à-dire que ceux qui contrôlent les goulots d'étranglement ne contrôlent plus grand-chose. Alors évidemment, les Russes contrôleront cette route, puisque c'est eux qui ont les brise-glaces. Mais les Russes, on voit bien qu'ils respectent les contrats, puisqu'ils continuent à fournir en gaz et en pétrole des pays de l'Union européenne aux mêmes conditions que le contrat initial. Et si Nord Stream n'avait pas été détruit, ils auraient fait la même chose avec les pays européens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gaz, il n'est pas destiné aux armées ou aux chefs d'État, il est pour les peuples.
Et les Russes ne veulent pas qu'il y ait des guerres civiles, des révolutions. Enfin, c'est pareil pour les Chinois. Et donc oui, non, la Chine, c'est passionnant. Mais en même temps, ils sont confucianistes, ils ne sont pas allés jusqu'à, tu vois, une religion comme le catholicisme ou la religion musulmane. Et donc, ils ont, tu vois, cette région en Chine musulmane qui est un peu utilisée comme, surtout par les Occidentaux, parce que les Chinois, ça leur pose aucun problème. Hein. Mais les Occidentaux essaient d'infiltrer cette région pour créer des mouvements sociaux, pour créer de la haine. Et si on regarde la zone de cette région, c'est complètement à l'extrême occident chinois, entre guillemets, donc l'ouest de la Chine, eh bien, on se rapproche de zones de grosses tensions, Inde, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et on sent bien que cette partie centrale de ce qu'on appelle l'Eurasie, donc l'Asie centrale, où l'Europe, enfin, c'est plus l'Europe, mais va être une zone de chaos, de conflit très, très fort, très, très fort. La crise de l'eau que traverse l'Iran en ce moment, elle vient uniquement des hauts plateaux d'Azerbaïdjan, en fait, et qui ont coupé les robinets d'eau, qui ont coupé les barrages, qui ont coupé l'eau. Et donc, Téhéran, qui est quand même une ville sous tension parce qu'elle a eu une croissance très, très forte, n'a pas anticipé qu'elle allait être sous le joug, en fait, de ce pays voisin. Et contrairement à ce qu'a fait, par exemple, ce qu'a fait le Pakistan face à l'Inde, quand l'Inde a voulu couper l'eau du Cachemire qui allait vers le Pakistan a dit mais c'est un acte de guerre. Et donc il y a ce conflit qui a commencé. Depuis, l'eau recoule vers le Pakistan. Personne n'en parle, mais c'est ça la vérité. C'était l'eau. Eh bien, c'est pareil avec l'Iran, sauf que l'Iran a été tellement affaibli, etc., que le président iranien, au lieu de dire ceux qui coupent notre eau, c'est un acte de guerre, donc on va sévir, parce qu'il y a aussi l'eau de l'Euphrate et tout ça qui va vers, il dit, on va peut-être devoir vider Téhéran. C'est-à-dire qu'en fait, il donne encore plus de raisons aux pays qui essaient d'empêcher l'Iran d'avoir de l'eau qui arrive vers Téhéran. Il leur dit, finalement, il est très faible, il ne voit pas notre jeu, donc autant continuer à sécher. Et dans le génocide de Gaza, moi je me rappellerai toujours cette image, le jour où les militaires viennent couper les vannes d'eau qui correspondaient à plus de 30% de l'eau dont avaient déjà trop peu les Palestiniens, et Israël décide de couper l'eau. Mais ils n'autorisent personne de les remplacer. Ils disent pourquoi on donnerait de l'eau à des gens qui ont fait un pogrom chez nous. J'ai évoqué la notion de pogrom, etc. Mais les autres pays ont laissé faire. C'est-à-dire que cette punition collective mise en œuvre par le régime de Tel Aviv devant le monde entier était autorisée. Mais quand la Russie dit « j'en ai marre des attentats terroristes et de me faire détruire, donc je vais attaquer les installations électriques », alors là, on parle d'holodomor, de génocide, il va vraiment falloir se débarrasser de ces tyrans russes. Non mais on est en plein délire. Ah oui, absolument. Est-ce que les Russes n'empêchent pas les Européens de donner l'électricité? C'est presque la leçon qu'ils donnent aux Européens. Ils disent aux citoyens européens, regardez, vous nous poussez à bout, vous nous poussez à vous montrer qu'on est capable de sévir et ça va vous coûter très cher. Mais évidemment, on ne veut pas priver d'électricité. On veut dire, toutes ces installations électriques, finalement, c'est la Russie qui les a construites. On les a laissées, on les a offertes, entre guillemets, à l'Ukraine, mais c'est la vérité. C'est que des installations russes. C'est comme les usines, les machins, etc. Tout ça, ça venait des Russes. C'est les Russes qui avaient réussi à reconstruire ça après la Deuxième Guerre mondiale. Et pratiquement tout ce qu'ils avaient construit, c'était en Ukraine. Ils n'avaient même pas construit dans la plupart du territoire russe. Et on leur a piqué l'Ukraine. Ben oui. En disant à l'Ukraine, maintenant, tu vas être l'ennemi de la Russie. Mais personne ne le réalise. Parce que personne ne le dit. Oui, puis ce qui devient intéressant, c'est le dossier du Venezuela qui s'est ouvert depuis quelques semaines, Bertrand, où cette logique-là leur est remise en pleine face. Parce que là, on peut dire, Venezuela, ils ont le droit de se défendre, eux autres aussi. Les Russes ont le droit d'aller leur livrer des armes, même si c'est dans la cour des Américains. On vit avec le Venezuela cette contradiction. Et là, elle va être mise à l'épreuve. Et parle-nous de ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Certains parlent que les Russes ont livré des armes au Venezuela. Il y en a d'autres qui disent même que la Chine est embarquée dans la danse. Et la chose que je trouve très intéressante, c'est que Trump, depuis qu'il sait que les Russes et les Chinois disent « OK, là, c'est assez »,
vous n'allez pas nous inventer une histoire de narcotrafiquants pour aller mettre la main sur un de nos alliés. Parle-nous un peu de ce dossier-là et peut-être détruire certains mythes de certaines personnes. Là. Il se dit toutes sortes Alors, de choses. Ouais, alors tu as dit quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Occident fait une guerre, va détruire un pays, fait quelque chose de très mal, invariablement, ils partent du principe dont soit ils vont sauver un peuple, ouais. ça c'était le cas avec la Libye, c'était le cas avec l'Irak qui utilisait des armes chimiques, etc. Soit ils le font pour se sauver eux-mêmes d'un pays qui veut leur faire du mal. Donc c'était les armes de destruction massive aussi d'Irak, tu vois, les trucs, mais c'était, à chaque fois c'est l'un des deux ou la somme des deux. Et là, en fait, Trump, depuis le début, parle de fentanyl. Et cette drogue chimique, pas très chère, et qui rend les gens débiles. Alors, c'est difficile de rendre beaucoup de consommateurs de ce type de drogue, en général, plus idiots qu'ils le sont déjà. Il y a des images épouvantables. Tu as l'impression d'être dans le film Walking Dead, dans certaines banlieues, de gens qui se sont vraiment détruits le cerveau, détruits la vie, dans ce monde qui est un monde cannibale. Il faut bien voir que ce monde mange les siens. Oui, d'accord. Je peux juste t'arrêter 2 secondes. Ce fentanyl-là, là, c'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un de la famille au Québec entend parler que quelqu'un s'en va faire un voyage à Vancouver. Quelqu'un qui consomme déjà de la drogue ici au Québec, puis qui prévoit aller à Vancouver, parce que c'est là le nid de toutes sortes de drogues. Et Trump a mis la faute, comme il met la faute aux Vénézuéliens pour la cocaïne, ben, le fentanyl, il fait le lien entre Chinois, Canada, qui aurait des laboratoires pour ensuite vendre ça aux États-Unis. Et ce mensonge-là fonctionne très bien. Mais il faut bien voir que, quitte à être caricatural, qui a intérêt d'insister et de développer très fortement la pornographie aux États-Unis, qui est le leader mondial de la pornographie. Alors évidemment, ils utilisent des actrices d'Europe de l'Est, d'Afrique, d'Europe occidentale, mais les consommateurs numéro 1 sont les Américains. Et ça a des conséquences énormes sur la sexualité des Américains. Exactement. Qui est le plus grand consommateur de drogue et qui a institutionnalisé la drogue. Je ne vais pas te parler de ce qui se passe dans le monde d'Hollywood, dans le monde de la finance, tout ça, c'est des secrets de polichinelle. Et on a au milieu de ça un acteur qui est quand même très connu, dont aujourd'hui personne ne veut libérer les dossiers, mais c'est Epstein, qui lui est soupçonné d'une composante de plus, c'est le trafic d'êtres humains. C'est-à-dire, il y a la pornographie, donc ce sont les images, donc ça veut dire souvent l'horreur pour les acteurs ou les actrices. Il y a la drogue, donc beaucoup d'argent, beaucoup de destruction du cerveau et de l'âme des personnes. Mais après, il y a les trafics humains. Et puis, après ces trafics humains, on voit bien qu'on a d'autres composantes qui sont les trafics d'embryons dans les cliniques d'IVG. On n'imagine pas la valeur que ces gens-là drainent. C'est-à-dire qu'ils te proposent l'IVG gratuite et très rapide, mais parce qu'ils vont vendre ultra cher l'embryon qu'ils vont récupérer dans le ventre de la maman. Et c'est pour ça qu'ils aiment que l'embryon est un peu grossi, tu vois, retarder le terme, parce qu'ils ont plus de matières premières. Il faut comprendre ça. Et pour l'euthanasie, c'est pareil. Trafic d'organes, etc. Mais aussi trafic de retraite. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il y aurait eu des années de retraite, il y aurait eu des machins, il y aurait eu ceci, cela. Donc, si vous faites l'euthanasie, il y aura un héritage pour vos enfants qui sera en fonction de tout l'argent que vous n'avez pas coûté à la société. On en avait déjà parlé dans une émission. Mais derrière toutes ces idées-là, il y a toujours les mêmes personnes. Les Yuval Hariri, qui dit, voilà, on va leur donner des jeux, on va leur donner des drogues, on va leur donner de la pornographie, on va leur donner du machin, et les gens vont être là. Mais ça, c'était des cartoons qu'on voyait déjà il y a très longtemps. Tu sais, le truc de l'évolution. Donc, Darwin, et je ne vais pas parler de Darwin, parce que je ne crois pas que ça prendrait une émission complète. Mais tu as du singe, tu vois, à l'homme digne, et puis après de l'homme qui devient de plus en plus rond, et puis qui à la fin est avec un masque d'écran 3D, des perfusions qui est énorme, tu sais, comme dans des films aventuristes, et qui est sans cesse avec la musique, les images, enfin c'est un espèce d'orange mécanique où l'homme ne sert plus qu'à l'insu de son plein gré de centrale énergétique. C'est ce que montre très bien le film Matrix. C'est qu'en fait, nous, le corps humain, on met de la nourriture, comme dans une voiture, on met de l'essence, et cette nourriture se transforme à l'intérieur de nous en énergie, ce qui fait qu'on peut parler, on peut faire des mouvements, etc. Mais si tu fais plus rien, tu peux récolter cette énergie pour autre chose. Dans la guerre des mondes, les Martiens viennent récolter les humains, parce qu'on est beaucoup mieux que des centrales nucléaires. On nous fout de la merde dans la bouche,
et on produit de l'énergie. Exactement. Et éventuellement, on pète, mais on récupère les paix pour en faire autre chose. Revenons au Venezuela. Ouais. J'apprends dans cet article-là là, de Réseau International que le porte-avions Ford, qui était supposé d'être dépêché dans la région, Ouais. a ralenti Mais oui, mais pourquoi? trajet. Parce que les Russes ont fait passer le message que d'une part, ça c'est visible, il y a des bateaux, mais qu'ils avaient aussi mis des sous-marins. Et les Chinois ont fait la même chose. Mais ça se passe pas à la télé. C'est-à-dire, t'as pas Poutine ou Xi qui dit, comme le fait Trump, on a des sous-marins. Non, ça se passe par les téléphones, en disant, compte tenu de l'évolution de la situation, compte tenu de nos intérêts stratégiques, faites passer le message que... Mais les militaires, ils comprennent très bien ça, puisque les militaires américains, ils auraient recommandé si il y avait eu un intérêt de la Russie pour le Mexique, de mettre des vaisseaux près du Mexique pour dire on va les protéger, mais aussi dire bah, on en a mis dans la mer Baltique pour tirer plus rapidement sur Moscou si vous faites les cons. Bah, il ne faut pas croire que les Russes ou les Chinois sont totalement débiles. Si la guerre de Trump et d'Israël en Iran s'est arrêtée rapidement, c'est pas parce que l'Iran réagissait bien, c'est parce que les Russes et les Chinois ont dit stop. Mais avec une telle fermeté qu'en fait, ils ont compris. Mais on n'est plus dans l'époque des missiles de Cuba, des machins. Non, non. C'est quoi la différence Là, entre les deux, Bertrand? Parce qu'il y en a beaucoup qui font le parallèle. mais oui, mais dans la crise de Cuba, il n'y avait pas Oreshnik. Dans la OK? crise de Cuba, c'était obligatoirement la destruction nucléaire de tout. Maintenant, les Russes, ils ont un truc qui s'appelle Oreshnik. Les Chinois ont vraisemblablement l'équivalent. C'est-à-dire qu'ils ont un missile qui peut être tiré d'un de leurs avions bombardiers qui peuvent quasiment faire le tour de la Terre, ou d'un de leurs sous-marins, ou d'un de leurs bateaux qui s'est approché suffisamment près de la côte. Alors pour l'instant, Oreshnik, on le voit surtout partir de gros véhicules terrestres. Eh bien, il est capable en quelques minutes de faire 2 ou 3 000 kilomètres. Et il est capable, avec une charge moins grande, de faire 5 voire 1000 kilomètres, voire plus. Quelques minutes. C'est-à-dire qu'il va à vitesse hypersonique dans l'atmosphère, rien ne peut l'arrêter. Et quand il arrive, il se subdivise et rien ne peut encore moins arrêter les petits morceaux. Donc ça veut dire que le pays qui ferait du mal, les dirigeants qui feraient du mal, imaginons que les Russes apprennent qu'ils sont dans la Maison Blanche ou Pentagone, ils vont uniquement détruire la Maison Blanche et le Pentagone avec les mecs qui sont dedans, qui le savent, sans qu'il y ait de retombées radioactives, sans que le peuple ne souffre rien du tout. Et cet avertissement, aucun autre pays au monde ne l'a. Et donc, quand les Russes disent on va le faire, les autres, hein, parfois, ils en doutent. C'est-à-dire quand les Russes en parlent à la télé, ils en doutent. Quand les Russes en parlent avec le téléphone rouge en disant si vous n'arrêtez pas tout de suite, si vous annoncez pas que vous arrêtez, c'est ça qui va se passer. Les gens savent que ça va se passer. Pourquoi? Parce que si l'Iran était tombé à cette date-là, c'était tout qui tombait. Et tu voulais qu'on parle du découpage de la Syrie? Je pense que c'est exactement la même chose qui s'est passée en Syrie. Oui. Oui. La Russie refuse de perdre ses bases. Ouais. Et ça rend fou un certain nombre de pays. Puisqu'en fait, ce qu'ils voulaient essentiellement, l'Europe, les Américains, etc., c'était, sans en avoir l'air, d'éloigner les Russes d'une base dans cette région qui, comme j'ai dit, est le cœur de tout. C'est-à-dire le Proche-Orient et puis tout de suite l'Asie centrale. Et donc les Russes maintenant sont des deux côtés, en fait. En cas, et ils ont sérieusement fait comprendre qu'ils allaient y rester. D'où ce découpage apparent. C'est-à-dire pour les Russes, la façade maritime, pour les Turcs, le nord, mais ils auront à gérer les Kurdes. Pour Israël, bah, ils sont en train de prendre tout le sud et ce qu'on appelle le corridor de David, en fait, qui permet de rejoindre l'Azerbaïdjan. Et là, c'est terrible pour l'Iran, parce que comme on a vu, ils vont piquer l'eau, évidemment, puisque la première chose que font les Israéliens partout, c'est qu'ils piquent l'eau. Ils ont piqué l'eau avec les plateaux du Golan, c'était pas du tout parce que ça les intéressait. Évidemment, ils utilisent les plateaux du Golan pour y mettre des usines, des machins, etc. Mais c'est surtout parce que les plateaux dans une montagne, c'est les zones où tu as beaucoup d'eau. Et ils contrôlent les barrages de Syrie. Donc ils ne les contrôlent pas pour piquer l'électricité du barrage. Celui qui tient les clés du barrage, il tient les clés d'une masse d'eau potable énorme et qui est vitale, pas que pour les gens, qui est vitale pour l'agriculture, qui est vitale pour l'élevage, qui est vitale pour tout. Les entreprises, elles ont besoin d'eau. Enfin, l'eau, c'est la vie. C'est le pétrole, c'est le sang de l'économie, et l'eau, c'est le sang de la vie. Bertrand,
Pourquoi les Russes ont réussi quand même à se déployer rapidement au Venezuela, ce qu'ils n'ont pas réussi en Iran avant l'attaque là, des 12 jours? Est-ce qu'il y a déjà des ententes entre et comment Mais vont réagir, selon toi, les États-Unis face à ça? Est-ce qu'on a véritablement évité une guerre au Venezuela avec cette intervention-là? parce que c'est simple, hein, Maduro, il n'a rien à voir avec le nouveau président iranien. Le nouveau président iranien, comme je le disais, ou je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est un ancien médecin qui allait dans les congrès, qui est complètement sous le charme de Macron, qui est sous le charme de l'Europe, qui veut réoccidentaliser l'Iran, qui veut ouvrir toutes les portes de l'Iran, etc., etc. Donc il veut, quelque part, détruire ce qu'a été l'Iran. Donc il prépare en douceur, entre guillemets, le découpage de l'Iran. Donc évidemment, il n'était pas du tout dans une dynamique d'appeler à l'aide euh, les autres pays, puisque jusqu'à la veille de l'attaque par Israël, les Européens, tout ça, lui disaient non, non, mais on vous protège, vous inquiétez pas, on va supprimer les sanctions, on va machin, etc. En fait, ils se sont fait avoir, mais il l'a pas compris. Mais les Russes ne pouvaient pas aller défendre contre leur gré les Iraniens. De la même manière qu'ils ne pouvaient pas défendre la Syrie, alors que Saddam, il savait que l'armée était complètement vérolée, qu'elle avait été infiltrée au cours des années, et que malheureusement, ben, voilà quoi, l'Occident, la France en tête, l'Angleterre avaient complètement utilisé les diasporas pour infiltrer et détruire de l'intérieur la Syrie. Et ils sont en train de faire la même chose, d'essayer de faire la même chose en Iran et tuer les têtes. Au Venezuela, c'est pas du tout pareil. Le pays, il a un chef de l'État qui s'appelle Maduro, qui est là depuis longtemps, qui n'ont pas pour l'instant réussi à tuer ou remplacer par quelqu'un du modèle de celui qui a remplacé le président qui a été tué ou qui est mort par la millionième coïncidence, et les gens continuent à croire que c'est une coïncidence dans un accident d'hélicoptère. Je me rappellerai toujours la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Zakharova, en disant si vous croyez que la mort de Raisi c'est un accident, ben arrêtez de jouer au loto, quoi. Ça veut dire que les numéros sont truqués. Bon, enfin bref. Donc Maduro, en fait, il veut pas se laisser faire. Le peuple est avec lui parce que les Vénézuéliens ont vu ce qui se passait partout dans le monde quand les Américains prennent le contrôle d'un pays. Le meilleur exemple, c'est l'Argentine. Quelque part, c'est pris en main par Tel Aviv et Washington. Eh bien, le pays, il est au bord de la ruine. Résultat, ils ont été obligés de maintenir le pouvoir en place pour avoir 40 milliards pour éviter. C'est-à-dire même les gens ont accepté de voter pour le pire juste pour avoir une aide qui est devenue plus que vitale pour leur pays. Alors qu'on nous racontait depuis 2 ans que le mec était génial, que le pays était sorti de la crise, que tout allait bien, etc. Puis subitement, on réalise que c'est tout l'inverse qui se passe. Parce qu'en fait, ce n'est bien que pour les gens les plus riches. Tous les autres que Yuval Harari, le World Economic Forum, semblent considérer comme totalement inutiles, et il y en a trop, et il y en a machin, et ils ne semblent pas seulement considérer, ils le disent face caméra, eh bien, vont disparaître. Et donc, tous les pays du monde sont en train d'être séparés entre une caste d'utiles qui ne sont pas forcément les classes moyennes supérieures ou voire les gens riches. Non, non, c'est les gens qui ont une âme au sens Khazar, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés d'altruisme, déconnectés d'amour, déconnectés d'humanité, etc. S'il y a des gens qui sont dans les classes moyennes supérieures ou gens riches, qui aiment l'humanité, qui se sont laissés avoir, qui se sont laissés tromper par le système, mais qui, en prenant conscience de ce qui se passe, sont prêts à participer au combat du bien contre le mal. Mais il y en a de moins en moins. Parce que, par exemple, le fait que quelqu'un comme moi ait été mis en garde à vue 35 heures, plus ce procès, plus la manière de détruire mon image, t'imagines, des gens qui ont le même profil que moi, ils vont vachement hésiter avant d'y aller. Exactement. Ah oui, oui, ça donne pas l'envie. Tu lâches tout. Tu lâches tout. Ton confort, ta vie, ton machin. Pour te battre pour des gens qui, la plupart du temps, te crachent dessus. Parce que comme tu viens pas de leur monde, comme tu parles pas comme eux, comme tu as rencontré des gens puissants, tu es forcément un connard. Donc, tu perds la vie que tu avais avant, et les gens qui t'accueillent ou qui devraient t'accueillir ou participer avec toi veulent te détruire. Les médias ne veulent surtout pas que tu apparaisses parce qu'en fait, tu casses leur machine à fabriquer de l'argent, puisque la simple existence de gens comme nous casse, entre guillemets, la martingale. Et ce qui est hallucinant, c'est tous les gens dans le chat qui disent « Ah non, non, mais par exemple, tout ça, c'est génial, vous n'avez pas compris, ils sont très gentils, ils sont très altruistes, etc. » Mais quand les gens réfléchissent comme ça, tu peux rien faire pour eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils sont tellement drogués par le truc que tu ne peux plus rien faire, en fait. Tu peux pas changer ça. Tu peux pas empêcher le cœur de vivre, tu dis. Ouais, c'est... En fait, mais le jour où ils vont réaliser, ça va être
encore une fois, tu vois, ils vivront ça comme un viol. Ils vivront ça comme leur énième trahison. Mais c'est toujours les mêmes qui croient qu'on les reprendra plus, qui tombent dans le piège. Ah non, mais cette fois, je me ferais pas avoir par le nouveau vaccin, par le nouveau truc. Et là, on voit, tu vois, avec, la fièvre afteuse des vaches, bah, de nouveau, les gens sont perdus. Parce que le système fait qu'on est perdu. C'est-à-dire, il y a la moitié des gens qui pensent qu'il faut abattre parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit qu'il faut abattre, et d'autres qui disent non, il ne faut pas abattre parce que. Et en fait, plus personne ne sait. Et donc, tu crées la peur. Le mot est horrible, fièvre afteuse, machin, etc. Tu vois, tu t'imagines, c'est vraiment pas beau, la peau. Tu dis, mais comment je vais pouvoir continuer à manger du lait, de la viande, etc. Si ceci, cela. Donc, tu crées une peur et tu crées un doute. C'est-à-dire que ils font exprès de laisser se propager les deux trucs. Et les gens ne comprennent plus rien. Et donc, après, ils se reportent toujours à l'État en se disant pourquoi l'État nous voudrait du mal. Finalement, tous ces complotistes, etc., ils disent tout le temps tout est son contraire, je suis complètement perdu. Pour ça, moi, je veux même plus parler de ces sujets-là. Je m'aventure plus là-dedans. Parce que ce ne sont que des pièges. Oui. Bertrand, il y a le Brésil qui est proche du Venezuela. Il y a la Colombie où le Brésil est membre des BRICS. Donc, ce conflit-là, ce que Trump a voulu partir il y a quelques semaines avec des shows télé où on bombardait des supposés narcotrafiquants qui emmenaient leur cargaison aux États-Unis. Là, on sent que Trump a perdu un peu la face. Là. Comment on peut... comment ça va se régler, cette affaire-là? Mais ce matin, je regardais, je vais répondre à ta question. Hein. Donc, il perd pas la face parce qu'en fait, il sait réactiver sans cesse la confiance de ses armées. En postant une image avec un cul, en postant une image, tu sais, QAnon, en postant... En fait, Trump, il a des petites armées, des petites communautés très organisées, et il suffit de remettre une pièce dans leur machine pour leur dire, OK, vous avez un peu douté de moi, mais vous inquiétez pas, c'est un échec à 5 dimensions, vous n'avez pas tout compris, mais je vais m'en occuper. Alors, il y en a certains qui commencent à se poser des questions, tu vois, quand il se fait vacciner contre le Covid, là, il a annoncé il y a quelque temps, ou quand il veut vraiment faire la guerre partout, qu'il donne tout à Israël, etc., il commence à se dire, merde. Ou alors qu'il est abandonné par Tucker Carlson, par Candace Owens, par pratiquement tous les gens qui le soutenaient le plus, qu'il abandonne, sauf ceux qui sont complètement financés par les mouvements sionistes. Donc, Trump, il voulait le prix Nobel de la paix, mais il a été donné à une Vénézuélienne qui est celle qui remplace l'ancien candidat parfait pour remplacer Maduro et qui veut en fait transformer le Venezuela en pompe à essence. Puisque la stratégie de Trump, c'est petit 1, faire une révolution de palais, donc tuer discrètement Maduro, donc il essaye par tous les moyens, et ensuite s'accaparer le pétrole, en disant compte tenu du désordre au Venezuela, compte tenu de l'importance du pétrole au Venezuela, bah, les États-Unis vont s'en occuper, mais comme vous savez, on est un pays très honnête. Évidemment, les Vénézuéliens ne vont pas en souffrir. C'est ce qui se passe depuis 20 ans avec l'Irak. On voit que l'Irak s'en sort pas. C'est ce qui se passe en Libye, puisque le pétrole libyen il continue à affluer de partout en Occident, mais il ne profite pas du tout aux Libyens. Et ni l'or. Et donc, c'est pareil partout. C'est pareil au Brésil, c'est pareil en Argentine, c'est pareil au Venezuela, c'est pareil en Colombie, c'est pareil en Bolivie, c'est pareil au Pérou. C'est tout le temps l'envie de mettre à la tête de ces États, au Chili, un pion du système. Et à chaque fois, c'est pareil. Les peuples, à un moment, prennent conscience qu'on les a eus. Et soit ça se passe à un moment où les élections sont encore honnêtes, donc parfois c'est encore le cas dans ces pays-là. Mais quand ça se passe dans des pays où les élections sont vraiment extrêmement contestables comme en Europe, eh bien on voit que en Roumanie, en Moldavie, dans tous ces pays-là, les élections se passent souvent dans la nuit, exactement comme le veulent les gens qui tirent les ficelles. Tu sais, subitement les votes venus d'étrangers, ça permet de faire juste 50,01, ou alors le candidat qui risquait de gagner est mis en prison. Et puis après, on s'excuse, mais c'est trop tard parce que les élections ont eu lieu avec un remplaçant qui a perdu, etc., etc. Tout est comme ça, en fait. Donc, j'essaie de dire depuis le début, mais il en restera qu'un système. Donc, il y a un système qui va être transhumaniste s'il gagne. C'est celui contre lequel se battent les Russes, les Chinois, et de plus en plus d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une indécision en Inde, mais on sent quand même de plus en plus qu'ils se sentent proches, beaucoup plus proches des Chinois et des Russes que de l'autre versant. Mais il y a le problème religieux qui rentre au milieu de tout ça, tu vois, pour les Indiens. Le Brésil, c'est pareil. Hein. Il y a aussi tu vois, la force de séduction de quelqu'un comme Macron, qui réussit à plaire beaucoup à Modi,
qui réussit à plaire beaucoup à comment il s'appelle, le président brésilien Lula. Donc à Lula, on voit les lunes de miel, les câlins, les machins. Donc petit à petit, je pense qu'ils comprennent que Macron est quelqu'un de particulièrement spécial, mais comme il présente pas trop d'aspérité, en réalité, Macron. Tu vois, il est le mec parfait qui se bat pour l'image de sa femme, qui se bat pour la sauvegarde des frontières de l'Europe avec l'Ukraine, mais aucun d'eux n'accepte de voir que ce que vit en ce moment le Mali, ce que vit le Burkina Faso, c'est pas arrivé par hasard. Les terroristes, ils avaient disparu. Et là, subitement, ils sont hyper armés, hyper informés. Ils savent où et comment attaquer. Ils ont des armes qui arrivent, des drones, des machins. Enfin, je sais pas si tu imagines, c'est plus des terroristes, c'est des armées. Et parfois, ils se font choper des Israéliens, des Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils font au milieu des terroristes en Afrique? Alors, dans les interrogatoires, ils disent, nous, on est partout où on lutte contre la Russie, soi-disant parce que c'est la Russie qui est aux commandes militaires. Mais c'est pas vrai du tout. Ils tuent des soldats maliens dans des bases maliennes où il n'y a pas un seul Russe. Les Russes, là, viennent de décider d'intervenir, mais pour éviter l'asphyxie, parce que les ports et les approvisionnements en pétrole ont été suspendus pour ces pays-là. C'est-à-dire que nous, les forces du bien, on a décidé, après avoir cherché toutes les solutions, tu vois, pour pas permettre aux peuples de s'exprimer. Donc les peuples se sont exprimés, ils ont choisi des nouveaux chefs d'État. Eh bien maintenant, on passe à l'étape suivante. Plus de pétrole, bientôt, plus d'eau, plus de machin, plus de ceci, plus de cela. C'est ça qui se passe. Et quelqu'un, là, tu montrais un message, la popularité de Macron à 11%, mais il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Croire que ça préoccupe Macron, sa popularité, c'est ne rien comprendre. Macron, il a tous les pouvoirs en France. Il contrôle totalement l'armée. En tout cas, les généraux, ils ont tous été nommés sous lui. Et depuis la loi de programmation militaire, il a le contrôle effectif du militaire. Il contrôle de plus en plus la justice, puisqu'avec l'évolution au fur et à mesure du parquet, des lois, des nominations, etc., il contrôle ça. Et ce qu'il ne contrôle pas, les gens ont peur. Parce que qui n'a pas peur aujourd'hui d'être le prochain que la police vient chercher à 6 heures du matin chez lui pour des tweets ou pour des machins ou pour des trucs? Tu peux être juge, être accusé par un voisin ou un ex-ami et te retrouver en garde à vue de la même manière. Et ça arrivera. On est comme à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Et je ne suis pas en train de critiquer l'Allemagne de l'Est. Je dis juste comment ça se passait, le stress chez les gens. Le stress total, le stress intime. Tu parlais de froid et tu dis c'est un froid qui pénètre les machins. Ben là, la peur, elle pénètre de plus en plus. Alors les gens me disent mais pourquoi vous n'avez pas peur? Pourquoi vous parlez comme ça, etc. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Vous comme moi, on n'a pas le choix. Si on se tait maintenant, il faudra qu'on se taise à jamais. C'est-à-dire qu'on n'existera plus. C'est très, très important ce que tu dis là. Puis, les épreuves, on les choisit pas. C'est la façon qu'on réagit aux épreuves. Puis là, ce qu'on nous propose, là, c'est véritablement des États. On est dirigé par des gens, on le dit depuis plusieurs mois maintenant, par des dirigeants commandités. On veut grâce aux émissions qu'on fait ensemble, on réussit souvent à toucher le fond de l'histoire. Ces fameux banquiers, tout s'est financiarisé, Bertrand. Puis je comprends très bien maintenant, puis je veux le partager avec les auditeurs, quand la guerre froide s'est terminée, c'est là qu'on voit que les Américains ont été lâchés lousse. Je ne sais pas si vous dites ça en France, lâchés lousse, lâchés. On les a libérés, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus aucune opposition. Tu avais le bloc de l'Est avant qui les forçait à être un peu plus polis. Mais une fois que la guerre froide s'est terminée, une fois que le mur de Berlin a tombé, on comprend très bien que tout s'est financiarisé. Là, ils se sont mis à étamper de l'argent et acheter tout sur leur passage. Et là, le dossier du Venezuela vient marquer un changement là-dedans, j'ai l'impression. Parce que là, c'est le retour d'une opposition à cette grande puissance, cet empire du mensonge, mené essentiellement par des banquiers judéo-protestants qui ont complètement déconstruit nos nations. C'était le but de l'exercice, s'ils voulaient garder le contrôle sur nous. Parce que je comprends très bien maintenant que c'est seulement les nations qui peuvent résister à cette entreprise-là, cet empire du mensonge-là. Mais c'est parce que, si tu veux, le système dont tu parles, il voulait prendre le contrôle complet des pays en prenant le contrôle des banques.
Tu sais, c'est le fameux système des banques centrales et donc le système des flux financiers. Et donc, ils prenaient le contrôle du pétrole avec le pétrodollar. Donc, tu ne pouvais échanger du pétrole qu'en dollars. Et le dollar, tu ne pouvais l'avoir qu'en faisant partie du système bancaire mondial. Et le système bancaire mondial ne peut fonctionner qu'avec les banquiers, les assureurs de la City ou de Wall Street, et les logiciels et les systèmes, etc. Donc en fait, le système était entièrement pris en main. Ensuite, tu avais un autre aspect qui est tout la mécanique sécuritaire, la mécanique religieuse, la mécanique messianique. Donc là, on a les Mormons en Utah, Tel Aviv, tu vois, sionistes, etc. Et ça, c'était une prise de contrôle totale. Et ce contrôle, il était en train de réussir en Chine, et il a failli réussir en Russie, sauf que Yeltsin a démissionné, et juste au moment où les Américains allaient annoncer quel était leur candidat, il a démissionné et il a dit c'est Poutine qui me remplace. Mais ce sont ces petits grains de sable dont personne n'entend parler, mais qui sont les moments les plus importants de l'histoire, qui changent les choses. La résilience de Maduro, parce qu'il y a eu Hugo Chavez avant lui. Les gens disent Lula, c'est un escroc. Peut-être. Et parce que de toute façon, dans la politique, tu peux malheureusement, c'est pour ça que moi, la politique, ça m'effraie et que je fais ce que je fais. Mais c'est le propre du monde politique. Les gens disent Mandani, le nouveau maire de New York, il y a des photos avec Soros, il y a des machins, il y a des ceci, il y a des cela. Ok, peut-être. Moi, ce que je sais, c'est que ce matin, on découvre qu'en fait, il est en train de donner des instructions à tous les services de la ville de New York de ne plus travailler avec des banques ou avec des entreprises qui sont liées d'une manière ou d'une autre au génocide de Gaza. Mais ça, c'est des faits, c'est des actions. Je doute que ce soit Soros qui soit ravi, qui mette ça en place. Sauf qu'à partir du moment où tu fais de la politique, tu dois accepter un certain nombre de choses. Moi, la question que je me suis toujours posée par rapport aux médias, c'est quand on me dit, mais accepte cette invitation ou va, est-ce que tu peux concilier avec ceux que tu considères comme des personnes qui sont dangereuses? Et la réponse que j'ai toujours donnée, c'était non, je ne veux pas. Et d'où cette chaîne dans laquelle il n'y a que 150 ou 200. Parce qu'en fait, sur cette partie de leur grille de programme, ils sont vraiment dans un système à l'ancienne, en fait, qui n'intéresse plus personne. C'est pas un système pour des clics, pour des machins, pour des ceci, pour des cela. Tu vois, c'est une radio, c'est la partie associative de la radio. C'est pas la partie sous stéroïdes, sous drogue, sous machin, complètement politisée, qui distille la peur, qui distille. Pas du tout. Et donc ça, c'était dans la partie qui m'intéresse. Alors, je sais que tout ça, ça peut paraître très bizarre parce que malheureusement, la plupart des gens qui nous écoutent savent pas ou savent plus ce que veut dire droiture, intégrité, etc. C'est des notions qui ont disparu. On a été tellement déçus par tout le monde. Les gens prennent Raoult pour un dieu. N'empêche que Raoult, il a dit oui, je suis d'accord, il faut vacciner les personnes fragiles. Non, soit tu crois aux stage d'injection, et tu dis, bah voilà, vous pouvez vacciner tout le monde. Si vous pouvez vacciner les fragiles, pourquoi pas injecter les autres? Soit tu n'y crois pas. Mais si tu n'y crois pas, tu n'as pas le droit de mentir parce que les gens te font confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je ne fais pas partie des personnes qui disent, non, mais oui, il a fait ça, il n'avait pas le choix, etc. Bien sûr qu'il avait le choix, on a tous le choix. Quand on te dit, quand tu es Galilée, quand on te dit au procès de l'Inquisition, alors, elle est plate ou elle est ronde? Et tu sais que si tu dis qu'elle est ronde, que c'est un globe, tu vas être tué, brûlé. Ben, soit tu dis, ben non, mais je me suis trompé, et donc tu trahis tout, tu trahis toi, ton existence, ton travail, tout, ou tu dis, ben ok, advienne que pourra, mais je peux pas, je peux pas me renier en fait. Et mais évidemment, on se rappelle tous de Pierre qui trahit 3 fois le Christ, et le Christ lui avait dit qu'il allait le trahir avant le chant du coq. Tu sais, quand il nie 3 fois, c'est très dur. Même quelqu'un qui est exceptionnellement bon, honnête, etc., on ne sait pas comment on réagit face au danger. Donc moi, je réagis comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est sûr que ça a des conséquences sur tous les gens qui sont proches de moi. Donc c'est pas bien en soi. Mais c'est comme ça. Dernière chose que je voulais aborder avec toi, on a parlé tantôt, là, là, on va aller juste sur l'aspect militaire au Venezuela. On nous avait annoncé que le porte-avions Ford se dirigeait dans les mers des Caraïbes. Là, on apprend que ça ne s'est pas fait, qu'on se tient loin.
C'est-tu en raison justement des missiles hypersoniques, Bertrand? J'ai appris, il y a Erwan qui m'en a parlé, tout ce qui flotte sur l'eau actuellement et qui est une bonne partie de la puissance maritime des Américains, avec les missiles hypersoniques et les drones, ils peuvent plus aller où ils veulent actuellement. Ils peuvent attaquer des petits pays pas trop équipés, mais là, dans le cas du Venezuela, s'ils rapprochent le porte-avions, ils peuvent l'endommager. Y a-t-il une crainte à ce niveau-là? Alors, oui, on l'a vu avec l'Iran. C'est-à-dire que, pas avec l'Iran, pardon, avec le Yémen. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la précision, le nombre de missiles du Yémen est devenu plus important, eh bien, les bateaux américains ont quitté la mer Rouge et le golfe Persique parce que c'était plus raisonnable de rester à portée de ces missiles très rapides et de plus en plus précis. Ouais. En fait, il suffit d'un rien. Après, il y a des technologies qui sont de très haut niveau, hein, sans doute celles des Russes et des Américains. Il n'est pas évident que ce soit le top de la technologie qui ait pu être fournie au Yémen, où en est réellement la technologie des Iraniens et le nombre de missiles avec la bonne technologie qu'ils ont faite. Mais ce qui est certain, c'est que les systèmes de défense évoluent aussi. C'est-à-dire un sous-marin, un porte-avions américain nucléaire qui coûte des dizaines de milliards, hein, parce que c'est ça l'ordre de grandeur, hein, c'est 10, 15, 20 milliards. Il a des systèmes de protection qui sont importants. Il se déplace jamais seul. Il y a toute une flotte autour de lui. Il y a des avions. Donc on peut imaginer des avions qui se sacrifieraient ou des nuages de drones. Ou enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent. Parce qu'en fait, ils demandent à des intelligences artificielles quelles sont les solutions, et les intelligences artificielles sont parfois malheureusement plus imaginatives que les humains et proposent des solutions qui sont raisonnablement efficaces. Mais il y a surtout la dissuasion. C'est-à-dire les Américains disent « Ok, tu vas peut-être descendre mon porte-avions, mais si tu fais ça, c'est la guerre totale et ton pays, on va le vitrifier et on aura une bonne raison de l'avoir fait parce que tu auras tué 2000 Américains sur un porte-avions et on appellera ça un pogrom de l'armée. » Et donc tu sais, c'est que des équilibres. C'est-à-dire, on a les bateaux en guerre qui disent « Mais non, mais ils peuvent détruire ça. » Mais la réalité, c'est que c'est le jeu de l'escalade. Et donc, en fait, il faut que l'adversaire sache que tu peux faire ça, ce qui serait humiliant, etc. Mais tu dois savoir que les destroyers, les croiseurs qui sont avec le porte-avions, ils ont forcément des missiles très puissants, voire des missiles atomiques, voire il y a des sous-marins dans la zone. Et tu sais, on disait qu'on allait en parler, c'est la doctrine Samson d'Israël. Si on commence à sentir le roussi, on utilisera nos armes atomiques, mais on ne tirera pas que sur nos adversaires, on tirera aussi sur nos amis qui nous ont pas aidés. La doctrine nucléaire d'Israël, Samson, effectivement. Puis on en parlait, là, Netanyahou, ça va pas bien, là, il est de plus en plus isolé. Et on va terminer là-dessus. Plus que Netanyahou est isolé, plus il peut se mettre à c'est une hypothèse qui est fort discutée en ce moment, pris dans un coin tout seul, délaissé par les Américains, ce qui n'est pas le cas actuellement, loin de là. Il pourrait se mettre à faire des gestes unilatéraux qui peuvent déstabiliser le monde. Oui, ils ne font que ça, mais tu sais, il a fait passer d'autres messages. Il a dit récemment, et il était dans une émission, il montrait un téléphone, il dit il n'y a pas un seul téléphone qui n'est pas équipé de choses qui viennent d'Israël. Alors quand tu te rappelles les attentats terroristes au Liban avec les pagers qui explosent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des chevaux de Troie qui sont peut-être dans les téléphones? Tu vois, il fait passer le message en fait d'un contrôle total. Les caméras, les machins. Donc il y a la doctrine Samson, mais il y a aussi, tu vois, Myriam Adelson, qui est quelqu'un qui a été toujours très proche de la milliardaire américaine qui a 60 milliards de dollars sur son compte en banque. Celle qui a donné à Trump de l'argent en lui disant tu vas reconnaître le Golan, tu vas déplacer la capitale à Jérusalem, tu vas ceci, cela. Ces gens-là sont des gens extraordinairement utiles. Parce que Myriam Adelson, elle peut décider de donner 1 million à 20 influenceurs par an, sans que ça n'égrène un tout petit peu sa fortune personnelle, mais leur donner un pouvoir de faire de la pub, de payer des équipes, et d'être très, très astucieux. Tu sais, comme ces chaînes de marchands du temple dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des gros mensonges, c'est des petits mensonges. Parce qu'on voit les gros mensonges. Mais les petits mensonges, tu sais, c'est un peu comme dans les romans, la femme qui empoisonne tout doucement son mari. Très petit, tu sais, un peu de mort, un peu de cyanure,
Et puis à un moment, en fait, tu meurs. Mais il n'y a jamais eu une surdose qui permettait à la personne de se rendre compte qu'il était empoisonné, en fait. Il croyait que, en fait, c'était son état de santé, peut-être une maladie, peut-être le climat, peut-être ceci. Était empoisonné tout doucement jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est ce que font ces médias. Ils vous droguent, ils deviennent comme une drogue. Vous pouvez plus vous passer d'eux parce que vous avez l'impression de devenir intelligent en les écoutant. Alors qu'en réalité, vous comprenez rien parce que vous ne comprenez que des choses qui sont totalement inutiles, qui vous serviront à rien et qui ne font qu'embrouiller votre cerveau. Et, euh, et donc, les Israéliens, et il le dit, la guerre la plus importante, l'arme la plus importante aujourd'hui, évidemment, il y a l'arme atomique, mais elle est très dissuasive, c'est le contrôle des armes. Et Netanyahou dit, quel est le champ de bataille le plus important? TikTok. Et il dit, ça y est, c'est réglé, TikTok. Maintenant, c'est devenu dans notre escarcelle. C'est-à-dire qu'on contrôle le combat algorithmique sur le terrain TikTok. Et il dit, le deuxième, c'est X, puisque c'est racheté par Larry Ellison. Et pas que par Larry Ellison, parce qu'il met les mecs Barry Weiss, etc. Donc, puisqu'il contrôle aussi des grosses plateformes de médias, MSNBC, etc., le Washington Post, je ne sais pas, tous les journaux qui sont contrôlés par Larry Ellison, hein, qui est quelqu'un qui possède des centaines de milliards. Il possède Oracle. Et d'ailleurs, c'est des bases de données très compliquées. Donc, il est très présent en Utah, chez les Mormons, hein, là où Charlie Kirk a été tué, etc. Il faudrait vraiment qu'on fasse une émission juste sur les Mormons. J'ai une lettre qui est préparée depuis très longtemps, mais qui fera 3 parties uniquement sur les Mormons. Je crois que quand vous aurez fini cette lettre, ça va vous bouleverser. Et parce que tous ces choses-là, on ne sait pas. Et on n'entend pas tellement parler, en fait. Parce que c'est tellement. Puis les gens confondent les Mormons, les Amish, les protestants, les catholiques intégristes, les machins, les ceci, les cela. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'il y ait un brouhaha auquel plus personne ne comprend rien et personne ne donne les clés. Et c'est pour ça que avec, j'en reviens toujours à mon livre. Oui, oui, on va venir là-dessus. On va venir là-dessus. C'est ton obstacle. Mais non, mais c'est important parce que si vous pensez que tout ça, je peux le faire sans aide, sans accompagnement, vous vous trompez complètement. Si vous savez toutes les personnes qui se sont éloignées de moi et qui sont parties loin et encore plus loin avec ce procès, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous pouvez même pas l'imaginer. Et je dis pas ça pour pleurer. Hein. Non, que j'ai fait mes choix. Hein. Non. Et donc, le Substack à Bertrand, pour ceux qui veulent s'abonner, t'es très productif, Bertrand. Ah ben, je bosse tout le temps, en fait. Est-ce que tu utilises un petit peu l'intelligence artificielle ou pour relever les fautes d'orthographe hein, et parfois pour m'aider pour des recherches, ouais. C'est-à-dire comme vous m'entendez, de toute façon, vous voyez que c'est moi qui parle, j'ai pas de notes, donc je pense que si les gens doutent que c'est moi et je peux rien faire pour eux, donc tous ces sujets, je les maîtrise entre guillemets. Je vais pas dire bien mieux, mais les intelligences artificielles veulent pas écrire comme moi j'écris. Elles ne veulent pas. Elles sont pas programmées pour ça. Elle veut bien faire peut-être des trucs à l'eau de rose ou des machins ou des donc non. Mais pour éviter que je fasse des fautes d'orthographe parce que c'est un vrai problème que j'ai depuis toujours, bah, je fais relire. Donc au début je faisais relire par quelqu'un d'humain, mais mes textes sont tellement longs que j'ai personne qui veut. Et puis tu sais, moi je suis pressé. Quand je finis le truc à 6h du matin, je veux le balancer tout de suite. Hein. Parce que je me dis, s'il est fini maintenant, c'est maintenant qu'il doit partir. Je suis pas dans la stratégie de me dire, ah, c'est mieux si je le mets en ligne à 7h parce que les indicateurs. Non, moi, je fais confiance au flux de la vie, en fait. Bertrand, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très ouvert à faire, on pourrait l'enregistrer, peut-être pas la faire en direct, mais une capsule sur les Mormons. Ça m'intéresse beaucoup. Sûrement que ça serait apprécié des gens. En tout cas, on regardera ça tantôt. Puis, c'est rare. Alors, est-ce que ça fonctionne le dimanche? Est-ce qu'on a eu plus d'une dizaine, plus d'une centaine de personnes? On a au-dessus de 600 qui nous écoutent actuellement. C'est c'est rare. Les chiffres sont très bons ce matin. Oui. Ce sera peut-être j'aime bien ça le dimanche matin très tôt. Puis ça peut permettre ensuite aux gens de l'écouter tout au long du dimanche. Puis nous, c'est congé lundi. C'est la fête des Patriotes ici au Québec. Donc, il y aura peut-être des possibilités d'enregistrer avec toi lundi, Bertrand. Pour terminer, je t'ai jamais demandé tes goûts musicaux. Puis j'aime ça. Pachebel, pas du Pachebel, mais Pachebel maintenant. Il faut que les gens Pachebel. Et donc, j'ai une petite pensée pour cette amie qui est malade et je lui dis passe en boucle Pachebel. Oui. Il faut vraiment se réintéresser aux musiques d'église, aux chants de moines. Moi j'ai beaucoup écouté aussi les musiques et les chants traditionnels des Indiens.
il faut s'intéresser aux chants traditionnels des chamans yakoutes, etc. Et comprendre pourquoi la musique, elle est tellement importante dans nos vies, en fait, parce qu'elle fait vibrer quelque chose en nous euh, qui est l'essence de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que les sons, les vibrations sont importantes. Donc, Page Bell. C'est bien elle, Joanne Pachelbel, c'est ça? Non, non, Page Bell, c'est un musicien. Non, c'est quelqu'un. Il faut que tu demandes Symphonie Page Bell, mais Symphonie Page Bell. Symphonie Pachelbel. Je fais ça tout de suite. Page Bell, P-A-C-H-E-B-E-L. Ah, tout d'un mot. T'as trouvé? Oui, oui, je vais l'avoir. Symphonie. Symphonie. Ah oui, oui, je veux absolument. J'aime ça. Tu vas voir, même avec un son mauvais sur un téléphone ou sur un ordinateur, on ressent quelque chose, en fait. T'as trouvé ou pas? Oui, 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 je l'ai trouvé. Je vais te le montrer. Tu vas me dire si c'est le bon. Oui, très bien. C'est très bien. Donc, on va finir là-dessus. Je le découvre en même temps que les auditeurs. Merci, Bertrand. On se reparle dans les prochaines heures. À bientôt à tous. Alors, surtout, essayez de découvrir ma lettre Substack. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je peux partager tout. Oui, vous pouvez. Mais le problème, c'est que les gens prennent le goût à tout avoir et qu'on travaille et qu'on soit leurs esclaves. Non. C'est des lettres compliquées qui méritent d'être lues. Quand vous allez à la bibliothèque, vous pouvez avoir des livres en emprunt, mais c'est payé par vos impôts. Moi, je ne suis pas payé par vos impôts. Et quand vous allez à la librairie, vous achetez le journal, vous faites. C'est pareil avec ces lettres et ce sera pareil avec le livre. Donc, voilà, essayez de faire un effort, parce qu'en fait, depuis décembre de l'année dernière, très bizarrement, depuis ma mise en garde à vue, c'est comme si j'étais radioactif. Non, je ne suis pas radioactif. Vous le devenez si vous me laissez abandonner et mourir tout seul. Merci, Bertrand. C'était Bertrand Chalère en direct de Paris qui est venu encore une fois nous analyser l'actualité et son nouveau livre à pas manquer. Donc, je vous laisse avec Page Bell. Je découvre ça en même temps que vous autres. On s'en reparle bientôt. Bye bye.